L'histoire commence par un rendez-vous entre un homme et une femme. Ils se préparent à se jeter dans une rivière puissante et s'attachent l'un à l'autre pour rester ensemble à jamais. Cependant, dans un cruel retournement de situation, le maléfique Truck-kun sort de nulle part pour traverser la forêt et les éliminer tous les deux. Quelques instants plus tard, notre protagoniste Dazé se réveille et est choqué de voir à quoi ressemble le paradis. Une femme lui explique que ce n'est pas le paradis, et qu'elle est le guide de ceux qui descendent sur ce monde. Elle s'appelle Annette et révèle que Dazé a été choisi et transporté dans ce nouveau monde. Un dragon redoutable passe à côté d'Annette, qui explique que ce monde est plongé dans l'obscurité et que Dazé a été choisi pour être un héros qui apportera la lumière à ce monde. Mais Dazé ne se considère pas du tout comme un héros. Il n'était qu'un type qui essayait de commettre un double échec avec sa petite amie et qui a été amené dans un monde étrange. Annette se prépare à lui faire un discours inspirant pour lui donner envie de devenir un héros, mais elle est choquée lorsque Dazé fait son truc et fait une overdose de pilules sédatives. Annette purifie les toxines de son corps, mais Dazé lui répond qu'elle le dérange. Annette demande à Dazé de devenir un héros pour accomplir sa grande mission de sauver ce monde, mais Dazé cherche juste un endroit où arrêter de vivre. Dazé continue d'avaler ses pilules, mais Annette lui rappelle qu'il est l'élu. Dazé lui fait remarquer qu'il n'a jamais décidé d'être choisi, mais Annette lui explique que le Truck-kun est en fait un camion de sélection de l'autre monde. Parmi les nombreux habitants de l'ancien monde de Dazé qui mènent une vie malheureuse, seuls ceux qui ont été frappés par le camion de l'autre monde peuvent refaire leur vie dans ce monde. Il s'agit en fait d'un service de transfert de monde que son monde fournit. Le fait d'avoir été frappé par Truck-kun signifie qu'il était malheureux dans sa vie et qu'on lui a donc donné une chance dans ce monde. Dazé finit de prendre d'autres pilules et souligne avec colère que ce stupide camion a perturbé le moment le plus heureux de sa vie, l'annulation de son double. Il lui fait remarquer qu'ils n'ont pas le droit de décider qui est malheureux, mais que de son point de vue, il a été sauvé d'une vie si malheureuse qu'il allait y mettre fin. En fin de compte, Annette décide que ses plaintes n'ont pas d'importance, car Dazé changera sûrement d'avis lorsqu'il verra ses statistiques. Tous les humains qui arrivent dans son monde, sans exception, sont dotés de pouvoirs surhumains. Cependant, elle est choquée de constater que Dazé est incroyablement faible. Non seulement il n'a qu'un seul point de vie, mais il est également empoisonné, même après qu'elle l'ait désintoxiqué. Annette refuse de croire que quelqu'un puisse être aussi faible, alors elle cherche désespérément à savoir si Dazé a une compétence spéciale ou une capacité exceptionnelle. Elle est horrifiée de constater qu'il n'a absolument rien, et qu'elle n'a jamais vu un Otherworlder aussi faible. Dazé, qui a l'air très malade, s'apprête à partir, mais Annette l'en empêche et finit par admettre qu'il a dû être amené dans ce monde par erreur. Elle estime qu'il ne pourra pas survivre dans ce monde, et elle est choquée lorsque Dazé montre enfin un peu de confiance et déclare que ce qu'elle vient de dire ressemble beaucoup plus à ce qu'est réellement sa vie. Dazé explique qu'il est considéré comme un raté, quel que soit le monde dans lequel il vit. Annette s'excuse à nouveau pour son erreur et lui demande de rester un peu avec elle. Ce monde est incroyablement dangereux et rempli de monstres, et sa vie s'arrêtera sûrement à la seconde où il sortira. Elle est cependant stupéfaite lorsque Dazé lui dit de ne pas s'inquiéter car il est de toute façon à la recherche de sa dernière demeure. La raison pour laquelle Annette est si choquée est que Dazé est très différent de tous les autres. Avant, Annette était fière de guider les habitants de l'autre monde, et les rencontrer l'enthousiasmait. Cependant, elle a commencé à réaliser à quel point ils étaient prétentieux et arrogants. Bientôt, elle a eu l'impression que son travail consistait simplement à flatter les héros encore et encore, et elle a fermé son cœur. Cependant, sa vie a été bouleversée car Dazé est totalement différent. Dazé se prépare à entrer dans ce nouveau monde dangereux, mais Annette le supplie de choisir d'abord une profession. Dazé déclare qu'il n'a pas besoin de choisir un métier parce qu'il est un écrivain né, et il dit au revoir à la fille qui, selon lui, a de belles oreilles. Au moment où il s'en va, Annette déclare de façon dramatique qu'elle a enfin compris que ce qu'elle attendait, c'était que cet homme entre dans sa vie. Dehors, Dazé se rend compte qu'il ne peut pas lire l'écriture dans ce monde, mais il peut dire qu'il n'y aura pas de café pour lui. À ce moment-là, une voix lui annonce que Dazé a gagné 5 points d'expérience pour avoir découvert une nouvelle zone. Dazé souhaite que la voix s'arrête car il souffre de migraine, mais une voix encore plus forte annonce que Dazé est passé au niveau 2. À ce moment-là, un arbre s'effondre et une jeune fille hurle alors qu'elle est attaquée par un monstre. Elle supplie Dazé de l'aider parce qu'il est un aventurier, mais ce dernier se contente de la regarder en pensant que beaucoup de gens ont des oreilles bizarres dans ce monde. Elle continue de le supplier de l'aider, mais Dazé se contente de lui demander la permission d'écrire un roman sur elle. Dazé finit par comprendre qu'elle veut qu'il la sauve et lui demande de lui accorder un moment. Dazé tente à moitié de l'atteindre, mais finit par déclarer qu'il ne peut pas l'atteindre. Elle lui demande d'utiliser une épée ou un sort, mais le monstre finit par s'emparer de Dazé. Dazé dit simplement qu'il ne peut plus respirer, et la jeune fille explique que l'arbre leur vole leur force vitale. Il ne leur reste que quelques minutes avant de mourir, mais elle est choquée lorsque Dazé lui dit que c'est une bonne nouvelle. Dazé se réjouit de ses derniers instants et fait ses adieux au monde. La jeune fille le supplie de ne pas abandonner, mais Dazé ne réagit pas du tout. Elle est stupéfaite que sa vie se termine d'une manière aussi étrange,
Mais elle est encore plus surprise lorsque l'arbre est recouvert d'obscurité et qu'il explose. Dazé est étonnamment toujours en vie, à sa grande déception, et la voix annonce que Dazé a infligé 300 points de dégâts avec son poison. La jeune fille est absolument stupéfaite car ce grand aventurier a éliminé le monstre en lui faisant absorber son poison au lieu de sa force vitale. Dazé passe au niveau 3 et la jeune fille se demande s'il s'empoisonne lui-même. Elle se demande alors pourquoi il fait semblant d'être faible alors qu'il est plutôt fort, mais il explique que cela lui arrive toujours. Il veut cesser d'exister, mais il finit par survivre. Il a essayé 5 fois d'arrêter de vivre, mais cela ne s'est jamais bien passé. La jeune fille ne sait pas pourquoi il est si déprimé, mais elle lui est reconnaissante de lui avoir sauvé la vie, et elle le remercie. Elle lui propose de l'emmener chez elle pour qu'il se repose, et il se présente. Lorsque Dazé touche sa main, il se souvient de sa petite amie Sakan et se demande si elle est aussi venue dans ce monde. La jeune fille lui dit alors avec colère qu'elle ne s'appelle pas Sakan. Elle essaie de lui dire son vrai nom, mais Dazé est déjà dans les nuages en pensant à Sakan. La jeune fille est frustrée car il l'ignore, mais il a une bonne raison. Dazé vient de trouver une raison de vivre dans ce nouveau monde. Il revoit son dernier souvenir avec sa petite amie et déclare qu'il retrouvera Sakan où qu'elle soit dans ce monde. Sa déclaration n'est pas exactement ce qu'elle semble être, car il veut la trouver pour qu'il puisse commettre le double non-vivant à nouveau. De retour auprès d'Annette, elle prie le dieu de son monde pour que Dazé soit protégé. Elle souhaite également le rencontrer à nouveau un jour, et son vœu est exaucé puisque Dazé revient. Elle ne pourrait être plus heureuse de le voir, mais elle est stupéfaite de voir que sa nouvelle amie féline est là aussi. Annette n'arrive pas à croire qu'il a déjà une compagne, mais elle se reprend car Dazé a une question à lui poser. Il veut savoir si Annette a rencontré une fille nommée Sakan, et Annette est horrifiée d'entendre qu'une troisième femme est impliquée. Dazé s'en va car Annette n'a aucune information sur Sakan, mais la féline lui assure qu'il la retrouvera. Elle veut s'arrêter au château de Ross avant d'aller chez elle, mais elle est choquée quand Annette apparaît pour l'empêcher de tenir la main de Dazé. Annette pense qu'il s'agit d'un comportement éhonté, mais le chat veut simplement savoir pourquoi Annette est venue avec eux. Annette étant trop timide pour répondre, le chat comprend qu'elle doit être amoureuse de Dazé. Bien sûr, Annette le nie et déclare simplement que c'est son travail de protéger ce faible étranger. Le fait qu'il soit un autre monde fait comprendre au chat que c'est pour cela que Dazé est si fort, mais Annette lui fait remarquer qu'il est en fait très faible. Les deux se disputent à propos de sa faiblesse, mais le chat révèle que Dazé a vaincu un monstre et lui a sauvé la vie. Annette est horrifiée, car lui sauver la vie signifie qu'ils se sont rapprochés, et elle traite rageusement la jeune fille de chatte voleuse. À ce moment-là, Dazé annonce qu'il a trouvé quelque chose de merveilleux. Il dit que c'est un lit très confortable, mais c'est en fait un cercueil, et il dit aux filles de le réveiller quand elles arriveront à la ville. Dazé dit bonne nuit à Annette et à la fille chat, mais le chat lui fait remarquer avec colère que ce n'est pas son nom. Mais Dazé est déjà endormi et Annette lui fait remarquer que Dazé l'a appelé par le bon nom. Annette se charge alors de traîner Dazé dans son cercueil, mais le chat se demande si c'est vraiment son travail en tant qu'ecclésiastique. Tama finit par se lasser de traîner Dazé dans son cercueil. Elle lui demande de sortir et de marcher, mais il ne répond pas. Les filles commencent à se demander s'il est encore en vie, mais son écran de statut révèle qu'il se repose. Annette est prête à continuer, mais le chat doit lui rappeler qu'elle ne s'appelle pas Tama. Dans son cercueil, Dazé se souvient à nouveau de sa petite amie et promet de la retrouver pour qu'il puisse se dédoubler. Un peu plus tard, les filles réveillent Dazé alors qu'elles sont arrivées au château de Ross. Dazé est émerveillé par ce nouveau monde, et son groupe va à la rencontre du roi Thomas et de la princesse Charlotte. Thomas leur permet de passer la nuit dans son château après leur long voyage, et les filles pensent que c'est un roi très généreux. Thomas n'a cependant qu'une seule condition. Il aime entendre les histoires des voyageurs, et il aimerait donc que Dazé partage un souvenir agréable de son voyage. Dazé propose de lui raconter ce que cela fait de dormir dans un cercueil, mais cela ressemble à une menace pour le roi. Le roi change d'avis et demande plutôt leur avis sur quelque chose. Thomas fait venir un vaillant guerrier nommé Gomez et un ménestrel nommé Otto. Il explique qu'en raison de l'influence du Seigneur des Ténèbres, l'activité des monstres s'est accrue ces derniers temps. Le roi devient trop vieux pour s'en occuper, et il a donc décidé que l'un de ces deux hommes deviendrait l'époux de la princesse Charlotte et le prochain roi. Charlotte ayant du mal à choisir, le roi demande conseil aux voyageurs. Le roi est choqué de voir que Dazé n'a aucune idée de ce qu'il doit dire. Il s'agit d'une décision qui va changer la vie de Charlotte, et Dazé ne pense pas qu'il devrait demander conseil à des voyageurs qui viennent d'arriver. Dazé déclare hardiment que Thomas est un horrible tyran et qu'il n'est pas digne d'être roi. Le roi est stupéfait lorsque Dazé s'en va, et Dazé se dit qu'il n'avait pas le droit de dire cela puisqu'il est lui-même inapte à vivre dans ce monde. Les filles s'excusent abondamment auprès du roi et expliquent que Dazé est un habitant d'un autre monde. Le roi comprend et Charlotte regarde fixement Dazé. Cette nuit-là, Annette remarque que Dazé ne dort pas, mais il explique qu'il ne dort jamais bien. Annette trouve enfin le courage de lui demander des nouvelles de sa petite amie Satchan, mais elle devient furieuse lorsqu'elle découvre que Tama dort dans son lit. Tama explique qu'elle avait simplement froid, et ils commencent à se disputer, si bien que Dazé s'en va. Dehors,
Dazé retrouve la princesse et ils admirent le magnifique lac. Dazé l'admire pour une autre raison, car il a envie de s'y jeter. Charlotte n'arrive pas à croire que sa vie soit si troublée qu'il veuille y mettre fin, mais Dazé voit bien que sa vie est plus troublée que la sienne. Charlotte ne peut pas le nier car elle a beaucoup de mal à choisir un mari. Gomez n'est arrivé au château que récemment, mais il est déjà devenu le soldat le plus fiable qu'ils aient. Son père croit beaucoup en sa force et Charlotte pense qu'elle devrait le choisir pour cette raison. Otto, quant à lui, est son ami d'enfance. Chaque fois qu'elle se sentait déprimée, Otto écrivait des chansons et les lui chantait. Charlotte se demande ce qu'elle doit faire, et Dazé lui fait remarquer qu'elle est vraiment gentille, contrairement à lui. La vie de Dazé n'a été qu'une suite ininterrompue de problèmes, et il a tenté de s'en sortir à plusieurs reprises. Charlotte tient manifestement beaucoup à son père, mais Dazé n'a fait que gêner sa famille. Malgré tout, Dazé n'a jamais demandé à quelqu'un d'autre de choisir à sa place comment il doit vivre sa vie. Charlotte est choquée par cette déclaration, et il poursuit en disant qu'elle doit décider elle-même de ce qu'elle fera. En partant, Dazé lui dit de se demander ce qu'elle veut vraiment. Le lendemain, le roi Thomas révèle que la princesse a choisi celui qu'elle veut comme époux, et il veut que les voyageurs servent de témoins. Annette pense qu'elle choisira Gomez pour le bien du royaume, mais Tama pense que Charlotte et Otto sont mieux assortis. Le roi demande à sa fille de se tenir devant l'homme qu'elle choisira, et Charlotte s'avance. Charlotte a beaucoup réfléchi à sa décision, et elle choque tout le monde lorsqu'elle décide de s'écarter complètement du chemin et annonce qu'elle va commettre un double live avec Dazé. Tout le monde en reste bouche bée, et Annette s'évanouit même sous le choc. Charlotte explique qu'elle a beaucoup réfléchi après avoir parlé à Dazé. Elle s'est rendue compte que si Otto chantait pour elle chaque fois qu'elle était triste, il venait aussi quand elle ne se sentait pas triste. Il a même fait du grabuge la nuit dernière. Charlotte en conclut qu'Otto veut simplement présenter ses nouvelles chansons à quelqu'un. La raison pour laquelle elle ne veut pas épouser Gomez est beaucoup plus simple, et c'est parce qu'il sent mauvais. Le roi Thomas la traite d'idiote et la supplie de choisir l'un des autres hommes, mais Charlotte finit par se défendre et dit au roi que c'est lui qui est idiot d'essayer de lui faire épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas. Il s'avère qu'elle n'a jamais voulu se marier, mais personne n'a tenu compte de ses sentiments. Le seul qui s'est soucié de son opinion est Dazé, et ce dernier comprend maintenant pourquoi elle veut s'engager dans un double non-vivant avec lui. À ce moment-là, Gomez se met en colère parce qu'on lui a dit qu'il sentait mauvais, alors il se moque du nez de Charlotte et terrifie tout le monde lorsqu'il commence à se transformer. Après s'être transformé, Gomez révèle qu'il est un serviteur du Seigneur des Ténèbres et qu'il avait l'intention d'acquérir le royaume en devenant son roi afin de pouvoir l'offrir au Seigneur des Ténèbres. Il ne pensait pas que la princesse serait capable de voir à travers son déguisement, mais en fait la princesse n'a pas compris, c'est juste que Gomez sent vraiment mauvais. Gomez en a assez entendu et décide de mettre fin à la vie de tout le monde. Tama tente désespérément de réveiller Annette pour qu'elle l'aide à combattre le démon, mais en vain. Les gardes du roi vont donc attaquer Gomez. Celui-ci les repousse facilement et Tama doit sauver Annette de l'écrasement. Tama lance une contre-attaque et décide que si Gomez veut en jouer, elle jouera avec lui. Tama n'étant qu'un artiste martial de niveau 14, Otto déclare qu'il l'aidera en chantant pour elle. Elle est alors choquée de voir qu'il est un ménestrel de niveau 89. Sa musique lui donne un buff, mais Tama est déçue de voir que cela ne sert à rien. Tama demande de l'aide à Dazé, mais celui-ci est envoûté par la nouvelle chanson d'Otto. Tama se retrouve donc en tête-à-tête avec la bête, et elle réussit à donner un coup de poing et un coup de pied de chat. Gomez la repousse facilement et se moque d'elle en faisant comme s'il n'avait rien senti. Gomez annonce qu'il va mettre toute sa puissance dans sa prochaine attaque et que ses cornes de fer vont mettre Tama en pièces. Tama est terrifiée par ses cornes acérées, mais Dazé l'interrompt et demande poliment si le démon pourrait d'abord mettre fin à sa vie et à celle de Charlotte. Gomez est incrédule, alors Dazé explique qu'ils veulent tous les deux être éliminés et que ce serait un honneur si Gomez le faisait avec sa magnifique corne. Charlotte a été libérée de l'emprise de son père, il veut donc que la vache géante leur accorde ce vœu. Tout le monde supplie Dazé de revenir sur sa décision, mais celui que Dazé appelle une vache géante est déjà à bord. Gomez déclare qu'il les éliminera d'abord, puis le roi, et qu'il brûlera ensuite la ville, mettant ainsi fin à la vie de tous les citoyens du royaume. Dazé s'en moque puisqu'ils ne seront pas en vie pour autant, mais Charlotte semble bouleversée. Dazé lui assure que tout ira bien car leur vœu sera exaucé. Tout le monde supplie le monstre de s'arrêter, mais il est trop tard car Gomez a déjà commencé à les attaquer. C'est alors que Charlotte prend conscience qu'elle ne veut pas que sa vie s'arrête tout de suite. Elle déclare qu'elle veut continuer à vivre pour protéger les habitants du royaume. Il s'avère que Dazé savait qu'elle reviendrait à la raison, et il souligne qu'elle est vraiment une gentille princesse. Dazé a un plan depuis le début, il pousse Charlotte en lieu sûr et lui déclare qu'elle ne sera pas sa partenaire pour la double survie. Charlotte l'appelle alors qu'il est sur le point d'être anéanti, mais Annette sort de nulle part et protège Dazé avec une barrière. Prêtresse de niveau 18, elle refuse de laisser Dazé perdre la vie tant qu'elle est là. Les cornes du démon sont brisées par la barrière d'Annette, et Tama enchaîne avec son attaque de chat sauvage. Cette attaque est très puissante et envoie Gomez hors du château. Tama remercie à contre-séure Annette de l'avoir sauvée, mais Annette fait remarquer que Tama l'a également sauvée.
Otto déclare qu'il va transformer leur belle amitié en chanson, mais tout le monde en a déjà assez de ce type. À ce moment-là, le roi présente ses excuses à Charlotte. Il se rend compte maintenant qu'il aurait dû tenir compte de ses sentiments, et il ne pense pas être digne d'être roi ou digne d'être son père. Il demande pardon à Charlotte, qui accepte, et ils conviennent d'être plus ouverts l'un envers l'autre à l'avenir. Ils passent un moment très agréable, mais Dazé ne peut s'empêcher de penser au fait qu'il n'a pas réussi à se désincarcérer une nouvelle fois. Un peu plus tard, un garde prévient que des monstres sont arrivés à la porte sud. Nous constatons que c'est Charlotte qui est responsable, et elle envoie la garde royale exterminer la menace. De retour dans notre groupe, les filles espèrent que Charlotte sera capable de supporter la pression du règne de la reine. Dazé prend la parole depuis son confortable cercueil et explique que Charlotte a pris la décision elle-même, et qu'elle s'en sortira. Dazé déclare que les femmes qui perdent la vie sont très belles, mais que les femmes qui se relèvent d'elles-mêmes le sont aussi. Les filles en ont assez de ces bêtises, et elles aimeraient bien qu'ils se mettent à marcher tout seuls. Les filles finissent par se fatiguer et décident de faire une pause pour manger quelque chose. Notre protagoniste paresseux émerge de son cercueil, impatient de manger quelque chose, mais ils n'ont que du pain. Dazé préférerait manger du tofu bouilli, et Annette décide qu'elle devrait en chercher dans la ville voisine. Le groupe n'est plus qu'à quelques jours d'atteindre la ville natale de Tama, mais Annette aimerait qu'il s'arrête dans un temple. Normalement, un autre habitant de la planète arrive à l'un des 4 temples de ce monde et se dirige directement vers le château du Seigneur des Ténèbres. Cependant, le but de Dazé n'est pas de vaincre le Seigneur des Ténèbres, mais de retrouver Satchan. Cela signifie qu'il doit visiter les 4 temples pour recueillir des informations sur l'endroit où se trouve Satchan. Tama est choqué car cela signifie que s'ils ont du mal à la trouver, ils devront faire le tour du monde. Annette ne veut même pas que Dazé combatte le Seigneur des Ténèbres parce que c'est trop dangereux, et Tama la taquine une fois de plus en lui disant qu'elle est amoureuse de lui. Annette le nie et explique que Dazé lui a redonné espoir alors qu'elle avait abandonné son travail. Tama fait remarquer que Satchan pourrait être l'âme sœur de Dazé, et Annette accepte de voyager avec lui pour le découvrir. Tama accepte de les accompagner jusqu'à sa ville natale, mais les remerciements timides d'Annette font comprendre à Tama qu'Annette préférerait être seule avec Dazé. Annette a quitté son travail, et Tama se demande si elle sera autorisée à entrer dans le temple. Annette n'est pas inquiète, car la prêtresse en chef du temple voisin est une amie très chère. De plus, Annette ne s'est pas contentée de quitter son poste sans préavis, elle a envoyé sa lettre de démission en utilisant son familier. Ce familier fait sa première apparition, mais en grignotant la tête de Dazé. Annette gronde le petit monstre, mais elle s'énerve encore plus lorsqu'elle apprend qu'il n'a pas remis sa lettre de démission. Dazé fait remarquer que la petite bête est plutôt loyale pour être revenue auprès de son maître, et il la nomme Mélo. Mélo semble s'être pris d'affection pour lui, mais Dazé souhaite simplement se reposer. À ce moment-là, Dazé doit dire à Mélo de se calmer, car il commence à paniquer et un dragon terrifiant apparaît. Les dragons sont les monstres les plus puissants de ce monde, et ils terrifient les filles en poussant un cri. C'est alors qu'une fille l'appelle Ryuka et lui demande d'arrêter. Annette et Tama sont confuses lorsque la jeune fille s'approche du dragon et lui disent de faire attention. Elles sont choquées, cependant, lorsque cette fille parle une autre langue au dragon et l'apprivoise. La jeune fille suppose que le groupe d'Annette et de Tama a déjà subi des pertes à cause du cercueil, et elle leur recommande de quitter cette zone, qui est incroyablement dangereuse. Dazé sort de son cercueil en pensant qu'il est temps de manger, et les filles demandent à l'étranger de pardonner son comportement grossier parce qu'il est un autre monde. La jeune fille est furieuse d'entendre cela, et elle jure d'éliminer tous les habitants de l'autre monde. Elle libère un pouvoir qui terrifie les filles, et son attaque doit être bloquée par la barrière d'Annette. Annette fait de son mieux pour repousser l'attaque, mais son bouclier finit par être brisé. Notre groupe est gravement blessé, car l'attaque de la jeune fille a causé d'énormes dégâts dans la zone, et Annette admet que la magie de la jeune fille est incroyablement puissante. Les filles jurent de protéger Dazé à tout prix, mais l'inconnu les met à genoux grâce à son pouvoir. Le symbole de l'inconnu terrifie encore plus Annette car il s'agit du symbole du Seigneur des Ténèbres en colère. À ce moment-là, les filles sont choquées lorsque Dazé se lève, car il en a assez de tous ces comportements dangereux. Il leur fait remarquer qu'elles n'ont rien à voir avec tout cela. Dazé rappelle à la jeune fille qu'elle est à la recherche d'être d'un autre monde et qu'il est son seul adversaire. Il lui dit de faire ce qu'elle veut et lui révèle qu'il est prêt à mettre fin à sa vie à tout moment. Ses amis le supplient d'arrêter, mais il est trop tard, l'inconnu exauce son vœu et lui transperce la poitrine avec son bras. Les filles sont terrifiées, Dazé s'effondre sur le sol et l'inconnu révèle qu'elle s'appelle Valdelia. Annette et Tama s'évanouissent, mais Valdelia est choquée lorsque Dazé révèle qu'il est toujours en vie. Il peut voir que Valdelia a beaucoup de haine en elle, et Dazé dit qu'il peut comprendre. Il a déjà perdu la raison à cause d'une haine intense. Valdelia est terrifiée de le voir encore en vie lorsqu'il s'approche d'elle, et Dazé dit que ses yeux sont très tristes. Dazé aimerait savoir pourquoi, mais la terreur de Valdelia la pousse à s'enfuir avec son dragon. Elle n'est toujours pas rassurée par ce qui vient de se passer et se demande qui est Dazé. Un peu plus tard, nous voyons que Mélo a ramené notre trio au temple où il devait se rendre. La prêtresse se précipite vers Annette,
mais celle-ci lui dit que Dazé a besoin de soins médicaux immédiats. Il est très mal en point, et la prêtresse demande à tous les prêtres d'apporter toutes les potions de guérison dont ils disposent. Un peu plus tard, nous voyons que Dazé va bien et qu'il achète du poison. Le vendeur explique que le poison est plus efficace lorsqu'il est lancé sur un monstre, mais il est choqué de voir que Dazé le boit. Tama est furieux car il vient de faire une guérison miraculeuse, mais les prêtresses sont heureuses de voir qu'il se porte bien. La prêtresse Esha explique qu'elle n'a jamais rencontré de Satchan, mais qu'elle s'inquiète surtout de savoir pourquoi Annette voyage avec un autre être vivant. Elle est contente qu'Annette ait quitté son travail parce qu'elle est trop pure pour cela, mais elle est contrariée de voir qu'elle voyage avec un autre être du monde. Esha déteste les habitants de l'autre monde parce qu'ils utilisent les dons que les dieux leur ont accordés pour des raisons égoïstes. C'est alors qu'un étrange rappeur du nom de Kotaro demande aux filles d'arrêter de se disputer et de s'amuser avec lui. Elle l'ignore, mais Kotaro fait la démonstration de son talent surpuissant de production de masse. Cette compétence lui permet de produire une quantité illimitée de monnaie mondiale, et il propose aux filles de leur acheter tout ce qu'elles veulent. Esha se débarrasse du type, mais il promet de les faire payer, et Esha fait remarquer que tous les habitants de l'autre monde sont comme ce type. Annette explique que Dazé est différent, mais Esha peut dire, rien qu'en le regardant, qu'il est aussi destructeur que les autres. Annette continue de plaider en sa faveur et souligne qu'il a changé toute sa vie. À ce moment-là, Dazé demande de l'argent pour acheter de la drogue. Annette lui donne de l'argent en toute décontraction, tout en essayant de dire à Esha qu'il n'est pas du tout destructeur. Esha est alors choqué d'apprendre que Dazé n'a pas de don. Malgré cela, Dazé s'est battu contre le Seigneur des Ténèbres pour ses amis. Esha est stupéfaite d'apprendre cela, car le Seigneur des Ténèbres Kurose a été détruit par un autre sorcier il y a 7 jours. Tama est tout aussi choquée par cette nouvelle, et les deux filles se réjouissent car cela signifie que la paix est enfin revenue dans leur monde. Mais cela les amène à se demander qui était la fille au dragon. Il est également étrange que Dazé soit arrivé il y a 7 jours, mais Annette ne peut que penser que c'est ce jour-là que Dazé a complètement changé sa vie. La grande question est la suivante, si ce monde n'a plus de Seigneur des Ténèbres, pourquoi Dazé a-t-il été amené ici? À ce moment-là, les filles sont surprises de voir Dazé déchirer un tas de papiers. Dazé explique de façon dramatique qu'il essayait d'écrire sur les événements qui se sont produits depuis qu'il a été amené dans ce monde. Mais comme il avait du mal à écrire, il en est maintenant désespéré. Annette attend avec impatience de savoir ce qu'il a écrit sur leur première rencontre, mais son cœur se brise lorsque Dazé lui révèle qu'il n'a rien écrit sur elle. Dazé ne sait pas trop pourquoi, mais sa rencontre avec Valdelia lui a donné un élan de créativité et il espère que quelque chose d'autre le passionnera. Annette pense qu'il pourrait trouver quelque chose en explorant la ville, et les récents événements l'ont incité à acheter des choses à Dazé. En ville, nous découvrons que ce qu'elle voulait acheter à Dazé, c'est une armure résistante. On ne sait jamais quand ils seront à nouveau attaqués, et Annette ne veut plus jamais voir Dazé souffrir. Tama fait remarquer que Dazé a l'air de souffrir en ce moment, mais Dazé aime en fait le sentiment d'oppression que lui procure l'armure. Les filles vont faire d'autres courses, et Annette dit à Dazé de rester là. Esha le retrouve et Dazé explique qu'il était simplement à la recherche de nouvelles sensations. Esha déclare qu'Annette restera avec elle à partir de maintenant parce qu'elle a toujours été une fille pure et que cela la pousse à faire confiance aux gens trop facilement. Esha est persuadée qu'Annette sera malheureuse de voyager avec lui, aussi supplie-t-elle Dazé de séparer son groupe. Mais Dazé se contente de sourire et fait remarquer que c'est à Annette de décider ce qu'elle veut faire. Il déclare qu'Esha n'a pas son mot à dire, et il se demande pourquoi elle pense qu'Annette sera malheureuse de toute façon. Esha explique que c'est parce que Dazé est un autre mondain et qu'elle ne fait pas confiance aux autres mondains. À ce moment-là, Esha est stupéfaite et un attroupement se forme à l'arrivée d'un homme. On dit que cet homme a été créé par les cieux pour se tenir au-dessus de tous les habitants de la planète. Il s'agit d'un autre mondain, et son nom est Lord Suzuki. Suzuki annonce à tout le monde que le Seigneur des Ténèbres a été vaincu il y a 7 jours, et il leur dit de se réjouir car la paix est revenue dans leur monde. La foule se met à applaudir et à féliciter les habitants de l'autre monde, mais Suzuki révèle ses véritables intentions. Il souligne qu'ils ont risqué leur vie pour leur apporter la paix, et qu'il est donc normal que les habitants de l'autre monde soient autorisés à régner sur le monde. C'est pourquoi il déclare que cette époque sera connue sous le nom de Grand Âge des Héros. Suzuki a décidé d'être le chef de cette ville, et son ami Kotaro dit aux habitants de se prosterner devant Suzuki. À ce moment-là, Kotaro désigne les filles et dit à Suzuki que ce sont elles qui les ont trompées. Suzuki est furieux et déclare qu'ils ont commis des actes de violence à l'encontre d'un autre habitant de la planète. Annette tente de lui expliquer qu'il se trompe, mais Suzuki refuse d'écouter quelqu'un qui voudrait faire du mal à un héros. Non loin de là, nous voyons que la ville est en feu, et Dazé déclare qu'il s'est enfin senti capable d'écrire son chef-d'œuvre. Quelques instants plus tôt, Suzuki caresse Annette sur la tête et lui dit d'être une bonne fille. Il utilise une sorte de compétence sur elle, et elle s'effondre sur le sol. Kotaro se réjouit et explique que plus les victimes de Suzuki sont pures, plus vite elles tombent sous ses coups. Tama exige de savoir ce qu'il a fait, et Kotaro explique que le talent de Suzuki transforme tout ce qu'il caresse en esclaves. Tama demande qu'il libère Annette, mais Suzuki utilise son talent sur elle aussi.
Suzuki se vante de sa puissance, mais Aisha arrive pour lui rappeler qu'elle ne lui a pas appris à utiliser son don de cette façon. Elle déclare que la ville ne tombera jamais sous son contrôle, et tous les habitants sont d'accord avec elle. Suzuki décide alors de détruire la ville et envoie ses loups attaquer tout le monde. Il demande à Aisha de l'appeler héros et lui dit d'être heureuse parce qu'il a l'intention d'utiliser son église comme château. La ville est maintenant en feu et le chaos s'installe. Tama est sous le contrôle de Suzuki et attaque Dazé comme un animal sauvage. Dazé se rend compte qu'Annette avait raison de porter une armure depuis le début, car on ne sait jamais qui peut attaquer. Tama parvient à détruire son armure, mais le casque finit par l'assommer par accident. Pour la mettre en sécurité, Dazé décide de la mettre dans son tonneau avec un panneau indiquant qu'un chat sauvage se trouve à l'intérieur. Aisha s'effondre près de lui et lui montre comment sont les autres habitants de la planète. Suzuki a utilisé son don pour des raisons égoïstes, et maintenant sa cupidité est devenue complètement irrépressible, et il a perdu le contrôle. Suzuki n'était pas du tout comme ça quand il est arrivé dans ce monde, car il était calme et faible. Dazé prend étonnamment des notes parce que Suzuki a piqué son intérêt, et il dit à Aisha de veiller sur Tama pendant qu'il affronte Suzuki. Aisha rappelle à Dazé qu'il ne pourra rien faire parce qu'il n'a pas de don, mais Dazé a le sentiment qu'il va enfin pouvoir écrire son chef-d'œuvre. Dazé l'autorise à venir avec lui, mais elle est surprise de voir à quel point il est calme. Aisha lui explique que Suzuki est très fort et que Dazé n'a aucune chance face aux surdoués de l'autre monde. Elle est sûre que Dazé sera mis en pièces dès qu'il ouvrira la porte de l'église. À ce moment-là, Dazé sort son poison et Aisha est soulagée de voir qu'il a un plan. Elle suppose qu'il va empoisonner les chiens de garde de Suzuki, mais elle est choquée de voir qu'il le boit à la place. Il n'a plus de poison, alors Aisha prend les choses en main et lui dit de la suivre pour qu'il puisse se faufiler à l'intérieur. Dazé l'ignore et ouvre la porte. Il va droit au but et dit à Suzuki qu'il aimerait fonder un roman sur lui. Suzuki suppose que Dazé veut écrire l'histoire héroïque de Suzuki le héros à la conquête d'un autre monde, mais Dazé a une idée différente, le roman parlera d'un homme qui obtient plus de pouvoir qu'il ne le mérite et qui tombe dans sa propre cupidité. Insulté, Suzuki envoie ses loups à la poursuite de Dazé, mais notre protagoniste se contente d'écrire. Aisha s'occupe de la plupart des loups, mais l'un d'eux l'attrape et Suzuki s'apprête à mettre fin à leur jour. Aisha prévient que l'attaque vise Dazé, mais ce dernier continue d'écrire. L'attaque est déclenchée, mais tout le monde est choqué lorsqu'elle est bloquée par le casque de l'armure de Dazé. Il s'avère que c'est Melo qui porte le casque, et Dazé le remercie. Kotaro est terrifié parce qu'ils n'ont plus de potion de boule de feu, mais Suzuki lui rappelle qu'il a toujours son animal de compagnie numéro 1. Suzuki l'avertit que son animal prend la vie de tous ceux qu'il mord, et il rit comme un fou lorsque Dazé se fait mordre. La bête s'effondre cependant, et Dazé déclare que les chiens devraient toujours être enchaînés. Le système de Dazé émet une voix qui annonce qu'il a infligé 600 points de dégâts à la bête avec son poison. Kotaro est stupéfait de voir le loup se transformer en cendre, et Aisha suppose que Dazé s'est lui-même empoisonné. Suzuki traite Kotaro de lâche alors qu'il s'enfuit, mais Suzuki n'est pas prêt à abandonner. Il fait appel à son atout, et Aisha est horrifiée de voir qu'il s'agit d'Annette. Il demande à Annette de les éliminer, mais Aisha se défend et déclare qu'ils doivent battre en retraite. Dazé n'est pas d'accord et explique qu'Annette n'est pas aussi faible qu'Aisha semble le penser. Dazé s'approche d'elle, mais Suzuki lui explique que sa compétence ne peut être retirée par personne et qu'Annette sera son esclave pour le reste de sa vie. Dazé n'écoute pas l'intello et lui explique que c'est Annette qui décidera de ce qu'elle fera de sa vie, et que Suzuki n'a pas son mot à dire. Dazé se place juste devant sa lame et lui rappelle qu'elle n'est pas un oiseau en cage. Annette semble lutter contre le sort de Suzuki, qui lui hurle de se dépêcher d'éliminer Dazé. Annette se prépare à le faire, mais nous voyons alors ce qui se passe dans son esprit. Elle est enfermée dans une cage, mais Dazé semble l'éclairer. Annette a un moment de lucidité, elle se poignarde et rompt le sortilège. Dazé la rattrape et les deux se saluent. Dazé demande à Aisha de soigner les blessures d'Annette, et elle pense à la façon dont il a dit qu'Annette n'était pas faible. Suzuki est complètement choqué par le fait que quelqu'un ait rompu son sort, et il ne peut pas le supporter. Il tente de se désincarcérer, mais Dazé l'en empêche. Dazé rappelle à Suzuki qu'il est en train d'écrire un roman sur lui et qu'il ne peut donc pas mettre fin à l'histoire prématurément. Dazé demande à Suzuki de lui raconter son histoire, ce qui nous permet de découvrir le passé de Suzuki. Suzuki explique qu'il a toujours été timide et que les plus forts en faisaient leur animal de compagnie. Il a pensé plusieurs fois à se désincarcérer, mais il n'a jamais pu le faire. Un soir, Suzuki est tombé sur un homme ivre, mais il n'a pas eu le courage de se défendre lorsque l'homme ivre l'a insulté. Suzuki a été distrait et a été victime de l'impitoyable Truck-kun. Il a été emmené dans le Nouveau Monde, où il a été accueilli par Aisha. Elle lui explique qu'il est désormais un héros et qu'il doit utiliser le don qui lui a été accordé pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. L'aventure de Suzuki commença, et il apprit à utiliser son don en contrôlant des loups. Il utilise les loups pour vaincre un monstre et se rend compte de sa puissance. En ville, Suzuki recevait des regards étranges parce qu'il était différent de tout le monde. Il a été bousculé et insulté comme avant, mais cette fois, il a utilisé son don pour se venger.
Suzuki explique qu'il a subi d'innombrables échecs dans son ancien monde. Pourtant, il s'est soudainement vu accorder le pouvoir et est devenu un héros. Pour Suzuki, il est irréaliste de penser que quelqu'un qui a vécu tout cela essaierait de sauver un nouveau monde. Suzuki a décidé de devenir méchant, mais il a échoué et se rend compte qu'il ne sera jamais qu'un faible. Suzuki est choqué d'entendre à quel point Dazé est satisfait, et Dazé déclare que son roman basé sur Suzuki est enfin terminé. C'est l'histoire d'un homme misérable qui, bien qu'espérant vivre en héros dans ce monde, n'a pu devenir ni un héros ni un méchant à cause de sa propre faiblesse. Dazé a décidé de l'intituler « Un autre monde n'est plus autorisé ». À ce moment-là, le livre de Dazé explose d'énergie et les pages entourent Suzuki. Dazé remercie Suzuki parce qu'il l'a aidé à écrire quelque chose qui le satisfait à nouveau. Malheureusement, Dazé décide que ce livre ne peut être qualifié de chef-d'œuvre. Il déchire l'une des pages et le sol se met à trembler. Les filles sont stupéfaites car elles remarquent qu'un cercle magique permettant d'invoquer des habitants d'un autre monde est apparu. Elles n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais elles voient que le pouvoir de téléportation revient dans le cercle. De l'énergie jaillit de l'église et les filles sont stupéfaites lorsqu'elles réalisent que Suzuki a dû être renvoyé dans son propre monde. Annette est sûre que Dazé n'avait pas de don auparavant, mais en regardant son système, on s'aperçoit qu'il a un don d'écriture appelé storyteller, conteur. Aïcha est choquée et se rend compte qu'il s'agit probablement d'une compétence spéciale qui ne s'active que contre certaines cibles, et dans ce cas, il s'agit d'autres habitants du monde. C'est assez terrifiant, car cela signifie que Dazé a dû être amené dans ce monde pour combattre d'autres habitants de la planète. Dazé s'effondre sur le sol alors qu'il échoue une fois de plus à écrire son chef-d'œuvre, et il recommence à prendre des pilules. Dazé se demande s'il trouvera un jour quelqu'un d'autre qui l'intrigue, et se demande qui est ce type. Dazé se demande où est passé Suzuki, et il faut lui dire qu'il a renvoyé Suzuki dans son monde. De retour en ville, les loups s'en vont et Tama sort de son tonneau. Plus tard, Aïcha donne un nouveau cercueil à Dazé et s'entretient avec Annette. Elle prédit que Dazé a un rôle important à jouer dans l'avenir de leur monde, et que leur voyage sera dangereux. Annette pense qu'Aïcha va essayer de la convaincre de ne pas l'accompagner, mais elle est choquée lorsqu'Aïcha lui dit qu'elle est convaincue qu'Annette fera un excellent travail en soutenant Dazé. Avant leur départ, Aïcha demande à Dazé si Suzuki est devenu mauvais parce qu'il a reçu un pouvoir qu'il ne méritait pas. Dazé ne le sait pas, alors elle se demande si Suzuki devra continuer à vivre une vie misérable dans son ancien monde. Dazé explique que l'histoire de Suzuki se poursuivra et qu'il lui appartiendra d'en faire un chef-d'œuvre ou non. Aïcha est heureuse d'entendre cela et notre groupe s'en va. Nous retrouvons ensuite Suzuki dans son ancien monde. Il vient de passer un entretien d'embauche et on lui dit qu'il peut commencer demain. Suzuki se dirige vers l'extérieur et nous voyons un morceau d'une des pages du livre de Dazé qui dit « À suivre ». Ailleurs, Aïcha doit se rendre dans une autre cathédrale pour rencontrer les autres archevêques. Celui qui s'appelle Wolf s'est remis à boire parce que sa juridiction est remplie de nains. Il dit qu'Aïcha a de la chance parce que sa juridiction a des demi-humains et qu'elle n'a pas à s'occuper de nains toute la journée. Un troisième membre arrive et reproche à Wolf d'être spéciste. Wolf félicite ce type pour avoir été non seulement le premier non-elfe à être nommé prêtre, mais aussi pour avoir atteint le rang d'archevêque. Ce gros bonhomme rouge est un gobelin, et il fait remarquer que l'espèce d'une personne n'a pas vraiment d'importance. Il y a même des elfes qui ont un comportement honteux. Wolf est insulté, mais le cardinal Miller arrive pour mettre fin à leur dispute. C'est lui qui a convoqué les prêtres et il se prépare à entendre les rapports. Juste à ce moment-là, un autre prêtre arrive de façon embarrassante et s'excuse d'être en retard. La nouvelle fille s'appelle Aria et remplace Annette. Elle dit qu'elle n'a rien à signaler, mais qu'elle doit s'excuser lorsque Miller fait remarquer qu'une fille a récemment hérité du trône dans sa juridiction. Le gros bonhomme rouge s'appelle Elton, et son rapport révèle que la situation est toujours aussi paisible dans sa juridiction. Wolf, qui supervise le pays du désert et de la terre, n'a rien d'important à signaler. Il y a des conflits fréquents entre les nains, mais rien d'extraordinaire, et ils s'attaquent même parfois aux loups. Aïcha se présente au nouveau et révèle dans son rapport qu'un autre monde s'est déchaîné et a détruit la moitié d'une ville. Miller explique que c'est justement à cause de ces créatures qu'il a convoqué cette réunion. Le Seigneur des Ténèbres a déjà été vaincu par un groupe d'altermondialistes et le pape a donc décidé de sceller les cercles magiques qui relient leurs mondes. Cela signifie qu'ils ne convoqueront plus d'autres mondes. Elton se réjouit de la fin de leur combat contre le Seigneur des Ténèbres et Wolf est soulagé de ne plus avoir à s'occuper de ces êtres d'un autre monde. Cependant, Miller devient très sérieux et révèle qu'il y a un nouveau problème. Les 7 habitants de l'autre monde qui ont vaincu le Seigneur des Ténèbres ont revendiqué les terres du Seigneur des Ténèbres et en sont devenus les nouveaux maîtres. Les autres sont choqués, mais la situation ne fait qu'empirer, car les habitants de l'autre monde ont envoyé une déclaration au pape. Leur intention est de transformer toutes les terres en une utopie. Le pape est bouleversé, car il croyait que les habitants de l'autre monde étaient des anges envoyés pour sauver ce monde, et il les aimait pour cette raison. Or, ces gens qu'il considérait comme ses propres enfants ont sorti les crocs contre lui et ont déclaré la guerre au monde. Les 7 anges qui ont sauvé le monde sont devenus 7 anges déchus qui menacent maintenant le monde. Mais ce n'est pas tout, car d'autres démons déchus ont commencé à semer le chaos dans chaque région. Et comme si tout cela ne suffisait pas,
la fille du Seigneur des Ténèbres, Valdelia, constitue toujours une menace. Les archevêques ont pour mission de protéger la paix de ce monde, mais ils ne peuvent pas croire que les habitants de l'autre monde sont devenus leurs ennemis. Si les habitants de l'autre monde travaillent ensemble, ils deviendront certainement une menace plus grande que ne l'était le Seigneur des Ténèbres. Arya se demande comment ils pourront combattre une telle menace et Aisha repense au pouvoir de Dazé. Aisha déclare qu'il y a peut-être un moyen de vaincre les habitants de l'autre monde, et elle parle de Dazé aux autres évêques. Elle leur explique qu'il a utilisé son don pour renvoyer un habitant de l'autre monde dans son propre monde. Les autres sont stupéfaits d'apprendre qu'un tel pouvoir existe, et le pape arrive pour demander si cela est vraiment possible. Tout le monde s'incline devant lui et le pape déclare que Dazé est peut-être la lueur d'espoir au milieu de toutes ces ténèbres. Le pape est intrigué par lui et charge Aisha de lui en dire plus sur Dazé. Ailleurs, un homme demande à une femme si elle pense à son bien-aimé. Celle-ci ne parle pas, mais fredonne une chanson. L'homme explique que leurs alliés sont partis vers diverses contrées. Quant à eux deux, ils resteront là où ils sont et observeront ce que réserve ce monde. Ailleurs, notre duo décide de s'arrêter dans une ville avant d'arriver à destination. Une voix annonce que Tama a atteint le niveau 17, mais elle n'est pas ravie de monter en niveau juste en traînant un cercueil. Un gamin leur indique où se trouve l'auberge et leur propose de leur donner des informations qui les aideront dans leurs aventures. Ce gamin leur explique ce qu'on appelle un service d'introduction de héros. Il s'agit d'un service qui confie à des extraterrestres le soin d'accompagner les personnes qui n'ont pas confiance en leurs compétences, afin de leur assurer un voyage sûr et confortable. Tama pense aux méchants habitants de l'autre monde qu'elle a rencontrés, mais l'enfant lui rappelle que les habitants de l'autre monde sont des héros qui ont pour mission de sauver le monde. Le service de présentation de héros est une idée commerciale que le gamin a eue. Il propose donc aux filles de les présenter à un habitant de l'autre monde pour seulement 40 000 $. Tama décline une offre aussi stupide, mais Annette s'empresse de commander un valeureux guerrier. Tama la gronde, mais Annette lui répond que c'est un petit prix à payer pour la sécurité de Dazé. Le gamin pense qu'il y a un défunt dans le cercueil et suppose qu'il veut la sécurité d'outre-tombe. Bien sûr, il est choqué lorsque Dazé lui révèle qu'il est en fait toujours en vie. Les filles expliquent que Dazé est aussi un héros, mais l'enfant ne pense pas du tout qu'il en a l'air. Il se présente sous le nom de Nyr, prend l'argent d'Annette et va leur chercher leur aventurier. Tama est soulagé d'avoir un guerrier dans leur équipe pour tirer le cercueil de Dazé, mais Annette refuse de confier ce travail à quelqu'un d'autre. Ce soir-là, notre trio attend Nyr à l'auberge, mais Dazé est sûr qu'il ne reviendra pas. L'aubergiste sait tout sur Nyr, et Annette confirme qu'ils lui ont donné de l'argent. Elle révèle que Nyr arnaque beaucoup les gens et qu'il n'a jamais rencontré d'aventurier. Il est impossible qu'il puisse présenter un aventurier à qui que ce soit, et ils ont juste été dupés par la grande gueule de Nyr. Annette devient furieuse, et Tama fait de son mieux pour la faire respirer profondément. Nyr est orphelin et il gagne sa vie en trompant les visiteurs qui viennent en ville. Comme il n'y a pas d'adulte dans sa vie pour le gronder, il est devenu la bête noire de la ville. L'aubergiste est persuadé que les héros dont parle Nyr n'existent pas, car s'ils existaient, ils auraient déjà sauvé Nyr. Ailleurs, nous retrouvons Nyr sous un pont, et il fixe une épée. Ce moment de tristesse est interrompu lorsqu'il est capturé par un groupe mystérieux. Ce groupe lui prend tout l'argent qu'il a économisé et lui annonce qu'il compte mettre fin à ses jours. Nyr devient furieux et déclare que ses amis des autres mondes viendront le sauver. Ces horribles types se moquent du gamin et lui révèlent qu'ils sont eux-mêmes des êtres d'un autre monde. Il se demande si c'est la première fois que Nyr voit des capacités surpuissantes, et Nyr est horrifié de voir son monde s'écrouler. Le chef montre son arme ultime et déclare qu'elle peut même percer la peau d'un dragon. Les gars ont entendu dire que Nyr utilisait les noms des habitants d'un autre monde pour gagner de l'argent, alors ils le traitent de petit enfant maléfique qui doit être puni. Ils lui disent de se réjouir car il pourra se vanter dans l'au-delà d'avoir été éliminé par des héros, et ils entament un compte à rebours de 5 secondes. Nyr a perdu tout espoir car il a toujours pensé que les habitants de l'autre monde étaient des héros. Il se prépare à ce que sa vie soit finie lorsque le compte à rebours se termine et qu'on lui tire dessus, mais Dazé sort de nulle part pour le sauver. Dazé dit qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler des héros et accuse les menteurs comme eux d'être à l'origine de la mauvaise conduite des enfants. L'un des voleurs analyse Dazé et panique en réalisant qu'il s'agit également d'une créature du monde extérieur. Le voleur affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour Dazé, mais il s'aperçoit que ce dernier n'a qu'un seul point de vie et qu'il est également empoisonné. Le chef est déterminé à se venger pour les avoir effrayés, et il annonce à Dazé que sa vie va maintenant prendre fin. Malheureusement pour lui, cela intrigue Dazé. Les voleurs recommencent à paniquer lorsque la vitalité de Dazé commence à augmenter rapidement, et il leur dit de viser son cœur lorsqu'ils lui tireront dessus. Les voleurs sont horrifiés de voir à quel point Dazé est calme, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Nyr se demande si Dazé est un héros, mais Dazé répond qu'il n'a rien de spécial. Il dit que les adultes sont des enfants qui ont été trahis, mais Nyr n'est qu'un enfant et il n'est pas prêt à devenir un adulte. Les yeux de Nyr admirent encore les héros, alors pour l'instant, c'est comme ça que ça doit se passer. Dazé sort, mais l'enfant est choqué de voir qu'il le laisse derrière lui, tout attaché. Le lendemain matin, notre trio se prépare à se rendre directement à la ville de Gros.
Les filles voient bien que Dazé n'a pas assez dormi et elles se demandent où il est allé la nuit précédente. Comme Dazé ne le dit pas, Annette soupçonne qu'il est allé voir une autre femme. Dazé ne lui dit rien et commence à se reposer. Juste à ce moment-là, Nir arrive et Tama exige qu'ils leur rendent leur argent. Nir répond qu'il ne leur a pas menti et qu'il sera le valeureux guerrier qui se joindra à leur groupe. Alors que le voyage se poursuit, Dazé reçoit des points d'expérience pour avoir exploré une nouvelle zone. La voix agaçante de l'annonce donne à Dazé l'envie de mettre fin à ses jours, et Nir est choqué de l'entendre parler ainsi. Nir met en garde les filles contre la dépression de Dazé, mais Tama rappelle à l'enfant qu'il est censé être un vaillant guerrier, et elle lui fait traîner le cercueil. Ils finissent par arriver à Grou, la ville natale de Tama, et il y a un poste de contrôle de sécurité. Tama dit aux autres de ne pas s'inquiéter, car elle est un peu célèbre là-bas et pourra facilement les faire passer. Tama va parler aux gardes, mais notre groupe est rapidement encerclé. Ils sont en train d'être arrêtés, mais Dazé semble être intrigué. Notre groupe est jeté dans une cellule, et Annette devient déprimée quand les dieux ne répondent pas à ses appels à l'aide. Tama a été séparée du groupe et Annette sanglote de façon incontrôlable. Les gardes ont arrêté Tama et tous ceux qui l'accompagnaient dès qu'ils l'ont vue, et Nir suppose qu'elle a dû commettre un crime terrible. Dazé se demande comment les gens sont exécutés dans ce monde, mais Annette refuse de le lui dire car il est visiblement impatient de le faire. Nir pense qu'il devrait essayer de s'échapper, et Annette se demande comment il compte s'y prendre. Le gamin crochette la serrure, mais Annette trouve que ce comportement n'est pas digne d'un soi-disant guerrier vaillant. Nir pense que Dazé va le féliciter pour avoir crocheté la serrure, mais il est en fait déçu car il doit vivre maintenant. Leur fuite échoue instantanément et ils sont rapidement capturés. Dazé tente de demander aux gardes s'ils vont être exécutés, mais ils le traitent de sale type. Notre groupe apprend qu'ils ont commis des crimes graves et qu'ils seront donc exécutés. Tout le monde, sauf Dazé, s'oppose à cette décision, mais on leur dit qu'ils sont coupables d'avoir enlevé la princesse du royaume, nommée Mathilda. Mathilda s'avère être Tama, et elle doit répéter à son père qu'elle n'a pas été kidnappée. Tama explique qu'elle voyageait tout en améliorant ses techniques de combat, et Annette corrobore l'histoire. Tama exige que ses amis soient libérés, mais le roi refuse, et Dazé est le seul à se réjouir de cette décision. Le roi finit par accepter de les libérer, mais il veut d'abord que Mathilda promette de ne plus jamais quitter le royaume de la sorte. Il veut qu'elle se comporte davantage comme sa mère, comme une personne digne de la royauté. Tama jette un coup d'œil à ses pauvres amis et accepte de faire ce que son père lui demande. Elle se comportera dorénavant comme une princesse et s'excuse auprès de ses amis, car leur voyage ensemble doit prendre fin. Tama s'en va et le reste du groupe est libéré. Ils vont manger, mais Dazé est plutôt déçu de ne pas avoir mis fin à sa vie. Nir n'arrive pas à croire que Tama est une princesse, et Annette se rend compte qu'elle a eu tort de traiter Tama si mal. Annette panique alors car elle craint d'être exécutée pour avoir été si méchante avec elle. À ce moment-là, une serveuse nommée Faune les entend parler de la princesse. Faune avait l'habitude de servir la princesse au château, et elle semble déçue d'apprendre que le roi a forcé Tama à revenir. Dazé voit bien qu'elle en sait beaucoup sur la relation entre Tama et son père, alors il lui demande plus d'informations. Dazé explique comment il a rencontré Tama et admet qu'il serait difficile de ne pas s'intéresser à son passé. Annette pense qu'il ne devrait pas s'intéresser à son passé parce que c'est une princesse et qu'il devrait probablement commencer à l'appeler par son vrai nom. Dazé dit qu'il se fiche de tout cela parce qu'elle est Tama pour lui, et la serveuse accepte de dévoiler le pot aux roses. Au château, Tama rit de la façon dont tout le monde a agi lorsqu'ils ont appris qu'elle était une princesse, et elle se demande ce qu'ils sont en train de faire. À ce moment-là, elle remarque quelqu'un d'étrange qui se tient sur le toit d'une maison. Tama est choquée de voir que la maison a subi d'importants dégâts et que le roi est apparu pour confronter l'agresseur. Ce type est venu sur la terre où les demi-humains se rassemblent simplement parce qu'il n'a pas encore mangé de demi-humains. Il se demande quel goût ils ont et se présente sous le nom de Kaibara. Kaibara révèle qu'il est l'un des héros qui ont tué le Seigneur des Ténèbres et sauvé le monde. Malgré son statut de héros, il est désormais connu sous le nom d'ange déchu de la gourmandise. Le roi se rend compte que ce type est l'un des 7 anges déchus et se demande ce qu'il fait là. La réponse de Kaibara est simple, il est venu consommer la nation entière. Kaibara montre le don qu'il a reçu de Dieu, mais les troupes sont déterminées à lui montrer pourquoi elles ont appelé Grou une nation de héros. Il s'apprête à attaquer ce type, mais Kaibara utilise son don pour les dévorer vivants d'un simple claquement de doigts. Le don de Kaibara lui permet de manger ce que la bouche géante mange, et il dit que les troupes ont un goût épouvantable. Kaibara ne veut pas manger des troupes dégoûtantes et préfère consommer des femmes. Le roi choque ses troupes car il prévoit de combattre Kaibara seul, et il dit à Kaibara qu'il ne le laissera pas partir vivant. Le roi est un guerrier de niveau 56, et il démontre sa puissance en bloquant les attaques de Kaibara avec le sol. Kaibara tente de se moquer de lui, mais le roi réussit à porter une puissante attaque de foudre. Kaibara faisait semblant d'être blessé et repousse le roi. Il admet que l'attaque aurait détruit une personne normale, mais il explique que son corps est bien plus résistant que celui de n'importe qui d'autre. La raison en est qu'il a mangé un tas de golems l'autre jour. Le roi devient très sérieux alors que de l'électricité commence à couler de son poing, et le bras droit du roi se demande s'il a l'intention d'utiliser sa technique ultime.
C'est choquant car cela signifie qu'au lieu de capturer Kaibara, le roi va le détruire. Le roi dit que Kaibara ne mérite aucune pitié après avoir éliminé ses troupes, et il déclare qu'il va détruire Kaibara en une seule attaque. Les deux hommes foncent l'un sur l'autre, mais le roi est choqué lorsque Tama les arrête. Kaibara est excité de voir la demi-fille, mais Tama est terrifiée lorsqu'elle réalise qu'il était l'homme sur le toit. Tama se prépare au combat en déchirant sa robe en lambeaux, mais le roi lui dit de rester en arrière. Il lui dit qu'elle ne pourra jamais remplacer quelqu'un qui s'appelle Léon, ce qui la contrarie visiblement. De retour avec le groupe, la serveuse révèle que Tama avait un frère jumeau. Il s'appelait Léon et devait hériter du trône. Avec Tama et Léon en tête, tout le monde pensait que la paix serait éternelle dans le royaume. Cependant, il y a 10 ans, Léon et la reine perdirent la vie au cours d'une tempête. Le roi a porté le deuil pendant très longtemps, et Tama a décidé de prendre la place de Léon pour soulager son père. C'est une histoire assez triste, mais Dazé semble satisfait pour une raison ou une autre. Malheureusement pour Tama, sa décision vient de créer un profond fossé entre elle et le roi. De retour au combat, le roi dit à Tama que ses arts martiaux sont totalement inutiles. Elle tente de prouver qu'elle peut se battre, mais Kaibara décide de ne pas se retenir et se prépare à la dévorer vivante. Tama est sur le point d'être dévorée, mais son père la pousse en lieu sûr au dernier moment. Tama lui crie qu'il a perdu son bras, et Kaibara admire l'amour entre un parent et son enfant. Kaibara espérait goûter à la technique ultime du roi, mais il est déçu car il ne pourra pas l'utiliser avec son bras manquant. Kaibara s'excuse de façon moqueuse de l'avoir mangé, ce qui rend Tama furieuse. Elle attaque avec une rage aveuglante, mais le bras droit du roi l'emporte. Kaibara, déçu, décide de garder le plat principal pour plus tard et se demande comment il va consommer le roi. De retour auprès de Dazé, il remercie Faune pour ses informations, et le bras droit du roi surgit de nulle part. Tama est inconscient, et il lui explique que le château est tombé aux mains de l'autre monde maléfique qui est soudainement apparu. À ce moment-là, tout le monde dans le royaume est surpris par un trou dans l'un des murs du château. Tout le monde s'inquiète en voyant le roi ligoté, et Kaibara déclare qu'il est le nouveau roi du pays. Kaibara leur assure qu'il n'est pas là pour les opprimer, et qu'il ne veut qu'une chose en tant que roi. Mais cette chose est plutôt horrible, car il dit qu'il veut goûter la chair de toutes les variétés de demi-humains qui vivent ici. Il tente de calmer tout le monde en disant que les hommes peuvent continuer à travailler comme d'habitude car il ne veut consommer que les femmes et les enfants. Les gens rejettent cette horrible proposition, mais Kaibara fait de l'un d'entre eux un exemple. Kaibara change d'avis sur le fait de ne pas manger les hommes et décide de manger des familles entières pour qu'elles soient réunies dans son estomac. Tout le monde s'enfuit en panique, mais Kaibara a posté des monstres dans toute la ville. Kaibara s'en va pour l'instant, et Nir fait remarquer que ce type est un psychopathe. Dazé ne semble pas du tout inquiet pour une raison quelconque et termine d'écrire. La situation de Tama est vraiment difficile, c'est pourquoi Dazé l'appelle l'héroïne de la tragédie. L'héroïne qu'il recherche ne se contente jamais d'accepter la tragédie. Il demande donc à Tama d'ouvrir les yeux et de lui montrer le reste de son histoire. Cela provoque un flashback rapide de l'époque où Tama était avec sa mère. Tama se réveille et cherche frénétiquement son père. Les autres lui expliquent que Kaibara s'est emparé de la capitale et qu'il a l'intention de manger ses concitoyens. Tama, furieuse, est empêchée de s'en prendre à Kaibara, et on lui rappelle que le roi n'avait aucune chance contre lui. Tama révèle que son père a échoué parce qu'il essayait de la protéger, et elle jure de protéger cette nation. À ce moment-là, Annette se souvient d'une tragédie qui a coûté la vie à la mère et aux frères de Tama. Tout le monde dans le royaume a versé des larmes pour eux, il est donc clair qu'il se soucie beaucoup de la famille royale de Tama. Les gens perdront tout espoir si Tama tombe aux mains de Kaibara, alors Annette lui dit de laisser ses amis s'en occuper. Tama hésite, mais Annette lui rappelle qu'ils ont une arme secrète pour vaincre les habitants des autres mondes. Dazé dit à Nir, Annette et Mélo qu'il est temps de partir, et Tama apprend qu'elle a de très bons amis. Au château, notre groupe est confronté à des monstres qui ont reçu l'ordre d'éliminer tous ceux qui les approchent. Annette dit à Dazé de rester en arrière, mais il s'avance étonnamment et dit aux monstres qu'ils sont juste venus pour être mangés. Dazé dit qu'il a été inspiré par le discours de Kaibara. Dazé pense toujours à la mort, mais il n'a jamais envisagé d'être mangé à mort. Dazé dit aux monstres d'aller informer le roi, mais ils sont confus car c'est une demande étrange de la part d'un fou. Il leur dit de se dépêcher, mais cela ne fait que les jeter à nouveau en prison. Dazé demande à Annette de se calmer, mais elle l'accuse de tous les maux. Il ne s'inquiète pas du tout et révèle qu'il a caché un crochet dans le chapeau de l'enfant. De retour en ville, Briard découvre que Tama est parti. Au château, Kaibara se prépare pour son premier repas, mais les monstres arrivent pour lui parler de l'étrange humain qui est arrivé. C'est alors que Tama surgit de nulle part pour détruire l'un de ces monstres. Kaibara savait qu'elle finirait par arriver, mais le roi la traite d'idiote. Tama est manifestement furieuse, mais Kaibara se réjouit de pouvoir manger une demi-girl. Un retour dans le passé montre Tama regardant son frère s'entraîner avec son père. Le roi était dur avec lui parce qu'il était le prochain à devenir roi, mais Léon n'a pas reculé. Le roi détestait que Tama les observe toujours et elle supplia son père de la laisser s'entraîner elle aussi. Le roi lui dit de connaître sa place en tant que princesse et lui ordonne de mettre une robe avant de l'envoyer dans sa chambre.
Tama dit à sa mère qu'elle détestait le roi parce qu'il ne la laissait pas étudier les arts martiaux. Elle souhaite ne jamais être née princesse, mais sa mère lui dit d'écouter attentivement ce qu'elle va dire. Nous revenons dans le présent où Kaibara dit qu'il savait que Tama viendrait s'il utilisait son père comme appât. Tama jure de détruire Kaibara de ses propres mains, mais Kaibara la distrait et lui assène une puissante attaque électrique. Elle subit de sérieux dégâts et son père l'appelle. Tama se rend compte que Kaibara vient d'utiliser l'une des attaques du roi, et Kaibara explique que c'est à cause de sa compétence surpuissante appelée gloutonnerie. Non seulement il gagne des capacités accrues en fonction de la chair qu'il mange, mais il peut même utiliser des compétences possédées par la chair. Kaibara se moque de Tama en lui disant qu'elle sera déchirée par les compétences de son père avant d'être mangée. Ailleurs, Annette est impressionnée car sa capture faisait partie du plan de Dazé pour entrer dans le château. Nier est heureux que Dazé n'ait pas vraiment voulu se faire dévorer, mais il ne sait pas à quel point Dazé est fou. Annette pense qu'il devrait se dépêcher de trouver l'autre monde, mais Dazé a prévu autre chose. Dazé les emmène dans la chambre de la reine, mais Nier pense qu'il ne devrait pas fouiner. Dazé dit qu'il a besoin de ses compétences exceptionnelles, alors le gamin change d'avis et s'introduit dans la commode de la reine. C'est là que nous voyons ce que Dazé cherchait depuis le début. De retour auprès de Tama, Kaibara prend le contrôle du combat en la frappant de toutes parts. Il est d'accord avec son père lorsqu'il lui fait remarquer que ses arts martiaux sont inutiles. Un coup d'œil en arrière montre qu'elle se demandait pourquoi Léon s'entraînait toujours. Léon admet qu'il n'est pas un très bon combattant et dit que Tama a peut-être même plus de talent que lui. Cependant, le fait qu'il soit mauvais l'incite à s'entraîner davantage afin de ressembler davantage à leur père. Son but était de pouvoir protéger leur famille et la nation entière. Cela motive Tama à continuer à se battre, mais le roi lui fait remarquer à quel point Kaibara est plus fort qu'elle. Tama s'en rend compte également, mais elle explique que Léon n'aurait pas abandonné, et qu'elle ne le fera pas non plus. Kaibara rit comme un fou parce qu'il dit qu'il se sent plus vivant lorsqu'il mange de la chair fougueuse comme la sienne. Kaibara se rend compte aujourd'hui que sa vie passée n'avait pas de sens, mais que tout cela l'a mené jusqu'à ce jour. Dans son ancien monde, Kaibara était vraiment malheureux, et il aurait tout aussi bien pu être mort. Il est né dans un gigantesque manoir et ses parents lui ont tout acheté. Son assiette était toujours remplie de nourriture, mais son cœur devenait de plus en plus vide. Cela lui donnait envie d'essayer de manger quelqu'un, mais on l'en empêchait et il restait insatisfait. De l'extérieur, tout le monde pensait qu'il avait de la chance, mais Kaibara se sentait comme un animal en cage. Kaibara avait déversé sa frustration sur un sans-abri, mais ce n'était pas suffisant, et il pensait être la personne la plus malheureuse du monde. C'est alors que Truck-kun est venu à sa rescousse, et Kaibara a souri avant d'être écrasé. C'est ainsi qu'il est venu dans ce monde, et maintenant il mange tout ce qu'il veut. Le roi hurle à l'agonie tandis que Kaibara se dirige vers Tama, mais il est arrêté par Dazé qui surgit de nulle part. Dazé dit que cette histoire est si ennuyeuse qu'il ne peut pas supporter de l'écouter. Kaibara tente de contrôler sa bouche monstrueuse, mais celle-ci reste étonnamment immobile. Cela ne s'est jamais produit auparavant, et Kaibara se rend compte que ses instincts refusent de manger Dazé. Annette arrive pour déclarer que Dazé a la capacité de bannir les êtres d'un autre monde de ce monde, et elle demande à Dazé d'écrire l'histoire de Kaibara. Elle lui demande héroïquement d'utiliser son don de conteur, mais Dazé refuse. Il explique que Kaibara est un homme ennuyeux et que se vanter de son propre malheur ne vaut pas la peine d'être écrit. Kaibara, agacé, exige le respect et déchaîne les passions. Il jure d'éliminer tout le monde avant de manger la princesse, et Tama se dit que tout cela est de sa faute. Si elle avait réalisé qu'elle ne serait jamais Léon, rien de tout cela ne serait arrivé. Tama sanglote en se reprochant tout, mais Dazé la réconforte et lui dédie une histoire. Comme il l'avait espéré, le destin malheureux de Tama valait la peine d'être écrit. Tama ouvre le livre, libérant son pouvoir, et Annette remarque qu'il s'agit du cadeau de Dazé. C'est assez choquant, car elle se demande maintenant si son pouvoir fonctionne même sur les non-hommes de l'autre monde. Elle est interrompue par l'attaque de Kaibara. Dazé a appris le passé de Tama, et il s'est rendu compte que sa gentillesse la poussait à réprimer ses vrais sentiments. Pour cette raison, elle était liée à la vision que son père avait d'une princesse idéale. Après la tragédie de sa famille, Tama a voulu aider son père à se sentir mieux. Pour ce faire, elle tente désespérément de remplacer son frère, qui était le prince idéal. Mais le roi se méprend sur ses intentions. Cela ne fait que nuire à leur relation, et Tama finit par perdre de vue sa véritable personnalité. Cependant, Dazé lui rappelle que sa mère lui a dit qui elle était censée être. Tama revient à ce souvenir, où sa mère lui a dit de vivre sa vie comme elle l'entendait. Tama était persuadée que le roi ne le permettrait jamais, mais sa mère lui a dit de ne pas s'inquiéter car elle pouvait le convaincre. Elle lui a dit que le roi voulait simplement que Tama soit heureuse, et Tama est choquée de se souvenir de tout cela. Tama est déchirée entre l'idée d'être une princesse comme le veut son père et celle de vivre comme un prince idéal à la place de son frère. Dazé dit que ni l'un ni l'autre n'est la solution, et qu'elle est simplement Tama. Tama est choquée par ces mots, et elle est finalement capable de se libérer des chaînes qui la retiennent. Kaibara s'aperçoit alors de ce qui se passe, mais il est trop tard car Dazé dit à Tama que c'est à elle d'écrire la suite de l'histoire. Tama commence à briller,
et le roi est choqué de voir ce qu'on appelle l'écusson de la bête divine. Un coup d'œil en arrière montre que Léon a été impressionné par cette marque sur Tama. Elle était assez faible à l'époque, mais il était clair qu'elle développerait l'écusson à l'avenir. Léon voulait en parler à son père, mais Tama savait qu'il n'en serait pas ravi. Il s'avère que le roi les a entendus, mais l'emblème n'est plus apparu depuis ce jour. Le roi reconnaît qu'il est responsable de son enfermement car il voulait protéger Tama du danger. Le roi se rend compte qu'il a été stupide et demande à Tama de lui pardonner. Kaibara déclare qu'il vient de finir de digérer la chair du roi et qu'il peut utiliser toute sa puissance. Il se moque de Tama, car elle ressemble à un personnage d'anime qui vient d'éveiller ses pouvoirs. Il déclare que cela n'arrivera pas, car il les dévorera tous. Dazé lui dit qu'il a tort car, même lorsque les gens sont poussés au plus profond du désespoir, ils sont toujours capables de trouver un seul fil d'espoir. Tama libère une partie de son pouvoir et le roi demande à sa femme et à son fils de la protéger. Tama charge Kaibara, mais celui-ci se prépare à utiliser toute la puissance du roi. Tama s'avère bien trop rapide pour que Kaibara puisse la suivre, elle utilise sa technique ultime, appelée le croc du roi, et l'utilise pour détruire Kaibara. Elle s'effondre dans les bras du roi, et Annette se précipite pour la soigner. Le roi est bouleversé lorsqu'il se rend compte que Dazé a lu le journal de la reine, et Dazé se demande s'il sera condamné à mort à cause de cela. Le roi refuse, car il est reconnaissant à Dazé d'avoir aidé sa fille. Dazé ne s'attribue pas beaucoup de mérite et dit qu'il n'a fait qu'écrire un livre. Les gars sont impressionnés que Tama ait pu utiliser le croc du roi, mais Briard peut voir que sa technique n'est pas encore complète. Juste à ce moment-là, Kaibara revient sous une forme monstrueuse, ce qui choque le roi car il était sûr que Tama l'avait éliminé. Kaibara se demande pourquoi il a été ramené à la vie, mais un souvenir lui fait comprendre ce qui se passe. Il lui explique qu'il est l'un des 7 héros qui ont vaincu le Seigneur des Ténèbres. Kaibara décide de dire la vérité et révèle qu'il a secrètement mangé la chair du Seigneur des Ténèbres quand personne ne regardait. Tout le monde est horrifié par cette révélation, et Kaibara dit qu'il sent le pouvoir monter en lui à l'infini. Kaibara devient enfin le prédateur de haut niveau qu'il a toujours voulu être, et il déclare que c'est fini pour tout le monde. Mais à ce moment-là, tout le monde est choqué de voir Valdelia lui trancher la tête. Le psychotique Kaibara est heureux de voir la fille du Seigneur des Ténèbres car il voulait lui dire que son père était délicieux. Il tente de la tourmenter en lui décrivant les derniers instants de son père, mais Valdelia l'anéantit d'une puissante explosion. Tout le monde est stupéfait par son incroyable puissance, mais Dazé se contente de saluer la fille dont il dit qu'elle a les yeux tristes. Valdelia se demande comment Dazé est encore en vie, mais il lui demande simplement si elle se sent mieux après avoir éliminé l'un des agresseurs de son père. Valdelia est choquée par sa désinvolture, elle lui dit qu'elle l'éliminera la prochaine fois et s'en va. Dazé se rend compte que même après avoir éliminé Kaibara et vengé son père, la tristesse est restée dans les yeux de Valdelia. Dazé est très intrigué par elle, et il aimerait un jour écrire son histoire. Le lendemain, les gens commencent à reconstruire la ville, et notre groupe est remercié pour avoir sauvé la capitale. Il s'avère que Tama a décidé de rester pour soutenir le roi. Elle manquera beaucoup à notre groupe, mais il respecte sa décision. De retour au château, le roi se demande pourquoi Tama est dans sa chambre. Il lui répond qu'elle est réservée aux princesses dames et non aux garçons manqués. Le roi lui dit alors qu'elle devrait accompagner les voyageurs, car il n'a pas besoin d'être protégé par quelqu'un qui manque d'entraînement. Tama comprend qu'il essaie simplement de faire ce qu'il y a de mieux pour elle, et le roi lui ordonne de revenir au château à la fin de son voyage. Tama se précipite hors du château et remercie son père. Elle promet de devenir une puissante artiste martiale comme lui et lui dit au revoir. Briard se moque du roi qui ne sait pas comment parler à sa propre fille, mais le roi est sûr que Tama a compris ce qu'il ressentait. Le roi regarde le journal de sa femme et pense à sa famille. De retour dans notre groupe, Dazé dit que, contrairement à Annette, Nier n'a absolument aucun talent pour traîner un cercueil. Nier lui dit de marcher sur ses 2 jambes, mais ce ne sera pas nécessaire. Tout le monde s'enthousiasme en voyant leur ami, et Tama rejoint le groupe. Notre groupe arrive devant un arbre géant, mais le visage de Dazé n'est pas à la hauteur de son enthousiasme. Il s'agit du célèbre arbre du monde, un arbre sacré qui veille sur la nation. Il est censé protéger tous ceux qui le visitent, et il y a un joli petit village juste à côté. Tama veut désespérément donner des explications, mais Annette l'ignore. Annette suggère qu'elle prie pour que le village soit en sécurité, mais Tama lui fait payer son ignorance. Dazé demande aux filles de se dépêcher de traîner son cercueil, et tout le monde est choqué de constater que le petit village tranquille a été transformé en casino. Les villageois avaient l'habitude de vivre une vie simple en harmonie avec la nature, mais maintenant ils ne sont plus qu'une bande de gens qui se poignardent les uns les autres pour une raison ou une autre. Dazé n'a plus de pilules sédatives et se demande s'il y a de bons arbres dans les environs pour qu'il puisse se suicider. Il faut dire à Dazé d'arrêter de manger des cailloux sur le sol car les autres veulent aller parler au maire. Le maire révèle qu'il y a quelques mois, des habitants d'un autre monde sont venus voir l'arbre-monde et ont commencé à vivre dans le village. Ils ont construit le casino, qui a attiré toutes sortes de fous venus de partout. Le maire leur montre une feuille mourante et leur explique que depuis l'arrivée des extraterrestres, l'arbre-monde s'est affaibli de jour en jour et a commencé à se flétrir.
L'arbre est manifestement attristé par l'arrivée des habitants de l'autre monde, et le maire demande donc l'aide de notre héros. Dazé a lui aussi une requête à formuler. Il demande au maire s'il peut remplir son conteneur de pilules sédatives. C'est alors qu'un type qui a entendu leur conversation déclare qu'il va sauver l'arbre. Il s'agit d'un autre homme du monde nommé Yamada, et nos héros supposent qu'il cherche à se battre. Yamada leur assure qu'il n'est pas comme les autres, car il veut vraiment apporter la paix dans le monde. Annette veut aider Yamada à sauver l'arbre monde, mais elle remarque que Dazé est parti depuis longtemps. Dazé se sent léger sur ses pieds et il remarque que sa posture s'est améliorée. Son corps et son esprit sont en pleine forme, ce qu'il déteste. Il voit une grotte d'où s'échappe de la fumée, ce qui lui fait dire qu'il y a beaucoup d'immoralité à l'intérieur. Dazé se précipite dans la grotte et constate qu'il avait raison, c'est un endroit malsain et corrompu. Dazé demande s'il peut se joindre à eux, mais une fille apparaît et lui propose de l'emmener dans un endroit plus amusant. C'est finalement un bar où la fille pense que Dazé a trop bu. Dazé lui répond que sa vie est incroyablement triste et qu'il essaie de boire jusqu'à ce qu'il cesse d'être vivant. Elle lui explique que c'est dans cette grotte que se rendent les personnes dépendantes des feuilles de l'arbre monde qui soulagent la douleur. Dazé dit qu'il n'arrive pas à dormir lorsqu'il pense à son corps en bonne santé, alors la jeune fille lui propose de l'aider à s'endormir. Elle dit qu'elle peut le faire s'il la regarde danser, mais Dazé ne la croit pas. Elle lui dit de regarder, ce qu'il fait. La danse commence et Dazé la regarde attentivement. Cela semble fonctionner, et Dazé qualifie la soirée d'agréable. Ailleurs, Annette émet d'horribles pleurs en se demandant où est passé Dazé. Elle est horrifiée lorsque la jeune fille arrive avec Dazé évanoui. Le maire se fâche car il a dit à la jeune fille, nommée Esh, de ne jamais venir chez lui. Esh souhaite une bonne nuit à Dazé et s'en va, mais le maire l'appelle une autre personne qui a été ruinée. Esh est connue comme une sorcière et a une terrible réputation. Elle était la seule personne assez puissante pour combattre les extraterrestres lorsqu'ils construisaient le casino, mais elle n'a même pas essayé de les arrêter. Au lieu de cela, elle a construit un bar, et tout le monde la déteste pour s'être rangée du côté des autres mondes. Esh s'est toujours tenue à l'écart des autres, si bien qu'on ne sait pas grand-chose d'elle. Aujourd'hui, elle fait fortune en charmant les démons déchus avec de l'alcool et de la danse. Les villageois ont commencé à la traiter de sorcière perfide et Yamada décide qu'elle devra répondre de ses actes devant la justice, tout comme les habitants de l'autre monde. Le maire est heureux d'entendre cela et supplie Yamada de sauver leur ville. Le lendemain, Dazé se rend quelque part, mais Annette lui rappelle que la bataille contre les habitants de l'autre monde va bientôt commencer. Dazé répond qu'il n'a jamais accepté cela et qu'il veut juste la paix qu'il trouve dans le bar. Annette tente de l'arrêter, mais Yamada explique qu'il est trop tard car Dazé a été charmé par la sorcière. Annette refuse de le laisser partir, mais Yamada lui assure que Dazé reprendra ses esprits lorsqu'ils auront réparé la ville. Au bar, Dazé remercie Esh de l'avoir aidé à oublier son passé, ce qui lui a permis de s'endormir. Esh le met en garde contre le fait d'être proche d'elle car elle pourrait le ruiner, mais c'est exactement ce que veut Dazé. Les deux hommes portent un toast et Esh explique la légende de l'arbre monde, lorsque l'esprit de l'arbre descend, tous les faibles et les malades sont sauvés. Esh suggère à Dazé de prier l'arbre pour soulager sa douleur, mais il la surprend en lui révélant qu'il sait que c'est elle qui veut être sauvée. Dazé dit que sa danse était pleine de tristesse et qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Juste à ce moment-là, une bande de gars arrive pour commander des boissons. Un voyou menace un type qui a perdu tout son argent et lui dit de le récupérer, sinon il lui prendra ses reins. Le voyou explique à son patron que le casino ne leur rapporte plus autant parce que moins de gens jouent, et il se demande s'il ne devrait pas déplacer le casino. Le patron lui répond que ce n'est pas nécessaire car il suffit d'attirer les villageois de l'autre côté du pont voisin. Ce sera également facile car ils n'auront qu'à leur montrer à quel point le jeu est amusant et à les rendre accros aux feuilles de l'arbre monde. Esh rappelle au patron qu'il a promis de ne pas déranger les villageois et que seuls les habitants des autres mondes sont censés jouer. La patronne dit que c'est inévitable et explique qu'elle gagnera beaucoup plus d'argent avec les nouveaux clients. Esh s'en moque et rappelle au patron qu'elle lui a versé une tonne d'argent pour sa protection afin qu'il ne touche pas aux gens de l'autre côté du pont. Le patron l'ignore et demande à son homme de main de rendre quelques personnes de l'autre côté du pont dépendantes des feuilles. Esh tente de l'arrêter, mais elle se fait jeter de côté. Dazé dit que les femmes comme elle ne devraient pas être appelées des sorcières parce qu'elle est en fait un ange. À ce moment-là, le sol tremble et les malfrats sont choqués de constater qu'une partie de leur casino a été détruite. Yamada dit au voyou qu'il est temps de faire face à la justice, et il inclut la sorcière. Yamada se prépare à les punir, mais Dazé arrive, contrarié que Yamada ait gâché sa journée paisible. Dazé ne supporte pas les grandes personnes comme Yamada, et Yamada dit de Dazé qu'il est une honte pour les habitants de l'autre monde. Yamada lui demande de bien réfléchir à ce qu'il va faire, mais Dazé reste assis. Dazé n'a jamais respecté quelqu'un qui lui faisait la leçon, et il n'est pas non plus du genre à écouter un donneur de leçons. Yamada décide de lui montrer à quoi ressemble un comportement juste. Il attaque tous les voyous en même temps, et son pouvoir de jugement éclate quelques instants plus tard. Ce type est vraiment très fort, et les voyous décident de s'enfuir. Esh le remercie d'avoir sauvé la ville, et Yamada est heureux de voir qu'elle est revenue à la raison. Les habitants de la ville célèbrent Yamada comme leur héros, mais ils traitent Esh de traître.
Il pense qu'elle travaillait avec les extraterrestres et se demande combien d'argent elle a gagné grâce à ses exploits. Yamada tente de leur faire comprendre qu'elle a changé, mais les habitants lui demandent toujours de quitter la ville. Dazé s'avance devant la foule en colère et déclare que tous les gens sont des ordures sans valeur. Il pense qu'il prend le parti de la sorcière, mais Dazé explique qu'Esh était la seule à se battre pour protéger la ville. Tous les soirs, elle s'assurait que les voyous étaient heureux et les contrôlait afin qu'aucun mal ne soit fait aux habitants de la ville. Sans elle, les voyous se seraient attaqués aux villageois depuis longtemps. Dazé l'appelle la vraie sauveuse de la ville et il fait honte à tout le monde de lui avoir jeté des pierres. Personne ne le croit, alors Esh dit que ce n'est pas grave, et elle s'excuse auprès de tout le monde en partant. Tout le monde se réjouit d'avoir réussi à chasser la sorcière de la ville, mais Yamada est horrifié. Dazé savait que cela arriverait depuis le début, car il explique que la frontière entre la justice et le mal est floue. Yamada se demande si c'est de sa faute, mais Dazé ne sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est que cette ville a volontairement laissé partir son propre protecteur. Nos héros partent, mais le maire a une autre requête pour Yamada. Les habitants de l'autre monde ont fait fortune en vendant les feuilles de l'arbre-monde, ils ont donc décidé de poursuivre cette pratique et de vendre même les feuilles. Yamada est horrifié d'entendre cela, mais le maire lui explique que l'arbre-monde sera ressuscité et qu'il leur accordera encore plus de bénédictions. Le maire veut que Yamada devienne le garde du corps de la ville afin qu'il puisse à nouveau faire régner la justice si la sorcière et les habitants de l'autre monde tentent de revenir. Yamada n'arrive pas à croire à cette sombre tournure des événements, et le maire lui offre 10% de tous les bénéfices. Yamada réfléchit aux paroles de Dazé et se demande ce qu'il a fait. De retour auprès de nos héros, Dazé se dit qu'il n'est pas différent de tous les habitants du village. Dazé n'a pas pu sauver Esh, et tout le monde ressent la même chose. À ce moment-là, tout le monde est stupéfait de voir l'arbre-monde se dessécher. Le maire est horrifié de voir tous ses plans détruits, et personne ne comprend ce qui s'est passé. De retour auprès de Dazé, Esh réapparaît sous une forme de vie complètement différente et remercie Dazé de l'avoir comprise. Elle espère qu'il trouvera la paix dans sa vie et disparaît. Heureusement pour notre garçon Dazé, elle remplit sa bouteille de pilules sédatives. Dazé se souvient qu'elle avait dit que lorsque l'esprit de l'arbre descendrait, il exaucerait les souhaits des malades, et Dazé comprend ce qu'elle était vraiment. Dazé trouve un moment de paix et avale ses pilules. Un peu plus tard, notre groupe traverse un désert. La lumière du soleil atteint vraiment Tama, mais Dazé espère que le soleil le transformera en un morceau de cendre. Il n'y a rien en vue, et notre groupe se demande si c'était une bonne idée d'emprunter cette route jusqu'au prochain temple. Nier explique qu'il connaît les déserts, ce qui explique pourquoi il s'est bien comporté pendant tout ce temps. Nier voyage depuis un certain temps, mais il est originaire de la région. Il se considère comme un expert du désert et donne donc une leçon aux autres. Tout d'abord, il dit qu'il fait trop chaud pour les monstres et les bandits pendant la journée, et qu'il devrait donc être en sécurité. Mais il se trompe lourdement, car des bandits apparaissent. Ce sont des chasseurs, et notre groupe a pénétré sur leur territoire. Nier se demande s'il s'agit des habitants de l'autre monde, mais Tama s'en moque et se prépare à se battre. Annette dit à Dazé de se retirer dans son cercueil, mais il y fait très chaud. Une bataille s'engage et les filles parviennent à abattre l'un des bandits. Toru, le chef des bandits, remarque que Dazé a été vaincu par le soleil. Toru s'apprête à l'attaquer, mais Nier se prépare à l'arrêter. Toru se moque de Nier qui n'a manifestement jamais tiré une épée auparavant, mais Nier déclare qu'il est un vaillant guerrier. Toru veut que Nier lui montre ce qu'il sait faire, mais il l'avertit que dégainer son épée signifie qu'il est également prêt à mourir. Toru prévoit d'attaquer avec son scorpion, dont le poison mettra fin à la vie de Nier en moins d'une heure. Toru est choqué lorsque Dazé s'anime de nulle part et lui dit de mettre fin à ses jours dans la douleur. Toru s'exécute en plongeant la queue de scorpion directement dans la poitrine de Dazé, et il fait tourner sa moto pour lui injecter plus de poison. Malheureusement pour lui, cela se retourne contre lui et son cycle de scorpion est détruit. En effet, le poison qui circulait déjà dans le sang de Dazé était plus fort que celui du scorpion. Nier veut protéger Dazé lorsque Toru s'apprête à l'attaquer, mais il est encore trop terrifié. À ce moment-là, tout le monde s'arrête en entendant un hurlement de loup, et les bandits s'enfuient. Nier s'en veut d'avoir eu trop peur pour agir et s'excuse auprès de Dazé. Nier se considère comme un lâche, mais Dazé lui fait remarquer que personne n'est jamais un héros au départ, mais qu'il le devient après avoir été tourné en dérision. Il est temps de continuer, et Annette demande au valeureux Nier s'il peut ouvrir la voie. Nier les emmène dans un orphelinat voisin, et tous les enfants sans parents lui souhaitent la bienvenue. Tout le monde se régale d'un festin préparé par mademoiselle Cathy, qui explique que quelqu'un leur a fait don de nourriture. Elle aimerait remercier cette personne, mais elle ne se manifeste jamais. Dazé déclare d'emblée que la nourriture n'a aucun goût et qu'il aimerait quelque chose avec un assaisonnement synthétique. Mademoiselle Cathy n'a aucune idée de ce que c'est, mais Annette prend soigneusement note des besoins de Dazé. Les enfants n'hésitent pas à rappeler que Nier a dit qu'il ne reviendrait pas tant qu'il ne serait pas devenu un héros. Nier rétorque qu'il fait partie d'un groupe de héros, et les enfants sont stupéfaits.
Ils veulent absolument rencontrer ce héros, mais ils sont déçus d'apprendre qu'il s'agit de Dazé. Dazé explique alors qu'il n'est pas un héros, mais un simple écrivain. Mais les enfants sont encore plus excités à l'idée qu'il leur raconte une histoire. Dazé commence à leur raconter une histoire vraiment déprimante, et Mademoiselle Cathy lui demande d'arrêter. Ce soir-là, ils entendent à nouveau le loup hurler et Mademoiselle Cathy leur explique qu'un loup affamé hante la région. Elle les avertit que s'ils veulent vivre, ils doivent rester à l'intérieur. Mais nous voyons que Dazé profite d'une promenade nocturne. L'animal de compagnie de Dazé s'affole, et nous voyons que quelque chose vient de massacrer des monstres à proximité. Nir est réveillé lorsqu'il reçoit des dégâts de Tama, et il est terrifié de voir une ombre passer devant la fenêtre. Nir sort courageusement pour vérifier, mais il est terrifié lorsqu'il tombe sur un voleur. Le gars dit qu'il ne fait rien de suspect, et Nir se rend compte que c'est lui qui a apporté de la nourriture. Ce type aime faire sourire les enfants, mais il ne le montre pas, car il lui suffit de regarder secrètement par la fenêtre. Nir le traite d'énergumène, mais ses intentions sont pures. Nir explique comment ses parents sont morts, et apparemment son père lui a laissé cette épée. Nir voyage pour devenir un jour un vaillant guerrier digne de l'épée. S'il devient un guerrier, les orphelins pourront être fiers de venir du même orphelinat que lui. Le garçon pleure en entendant une histoire aussi noble et assure à Nir que ses parents sont fiers de lui au paradis. Le garçon écoute avec enthousiasme d'autres histoires de Nir, et nous voyons que Dazé a écrit dans son livre. Les deux hommes discutent jusqu'au matin, et Nir invite l'étranger à entrer pour prendre le petit déjeuner. Ce dernier refuse, car il se contente de les soutenir dans l'ombre. Le gars ne pense pas qu'il mérite d'être en présence des enfants de toute façon, mais Nir lui demande s'ils peuvent faire quelque chose. Nir demande au gars de l'emmener à l'oasis qu'il a trouvé, et il passe la matinée à récolter de la nourriture. De retour à l'orphelinat, Dazé s'éloigne des enfants ennuyeux en se réfugiant dans son cercueil. À ce moment-là, tout le monde est choqué lorsque des paniers de nourriture apparaissent de nulle part. Cette nuit-là, Nir est épuisé et Mademoiselle Cathy lui révèle qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Nir se réveille et elle lui révèle qu'un des orphelins a été enlevé. Ce sont les bandits, et Toru exige que le responsable de l'orphelinat vienne lui parler. Les filles disent à tout le monde de rester à l'intérieur et promettent de sauver Nat. Ils se précipitent à l'extérieur, mais Toru est impatient de se venger, et tout le monde commence à se battre. Nir ne peut toujours pas se résoudre à faire quoi que ce soit, alors l'étranger de tout à l'heure apparaît pour emmener Nir en lieu sûr. Nir est furieux contre lui-même de ne pas être capable de bouger face au danger, et il se demande pourquoi il est si lâche. À ce moment-là, l'étranger commence à avoir des flashbacks. Il devient très sérieux et dit calmement à Nir de se cacher pendant qu'il s'occupe de tout. Il révèle que dans son ancien monde, il a perdu quelque chose d'important à cause de ses jambes. Nir est choqué et commence à comprendre ce qu'est cet homme. L'étranger ne peut pas réparer le passé, mais il déclare qu'il a maintenant un pouvoir incroyable. Il commence à se transformer et déclare qu'il a maintenant le pouvoir de tuer des hommes immondes qui rendraient triste un gentil garçon comme Nir. Nir est stupéfait de voir l'étranger se transformer en loup, et nous voyons que Dazé l'observe. L'étranger se déchaîne et s'acharne sur les bandits. Toru tente de s'enfuir, mais l'étranger est trop rapide. Il pense que les personnes qui lui ont pris quelque chose de cher sont exactement comme ces terribles bandits. Le loup se prépare à mettre fin à la vie de Toru, et Dazé le regarde avec impatience. Nir se souvient que l'étranger aurait aimé être aussi gentil que lui, et Nir se met à pleurer. Il trouve enfin le courage en lui, dégaine son épée et arrête l'étranger déchaîné. Nir lui rappelle que s'il élimine le bandit, il ne sera plus jamais la personne gentille qu'il était. L'étranger continue de poursuivre le bandit, mais Nir l'arrête à chaque pas. Le loup, furieux, s'en prend alors à Nir, et tout le monde est horrifié lorsque Nir décide de lâcher son épée. Nir ne bouge pas d'un pouce, et le loup arrête étonnamment son attaque. La transformation est annulée et l'homme reprend ses esprits. Par la suite, l'étranger explique qu'il était comme Nir. Il a perdu ses parents lorsqu'il était jeune et a vécu une vie solitaire. Un jour, un garçon lui a tendu la main pour l'aider, et c'était la première fois que l'étranger faisait l'expérience de la gentillesse d'une autre personne. Malheureusement, le bonheur n'a pas duré longtemps. Un jour, le garçon s'est fait battre et l'étranger était trop terrifié pour l'aider. Il a décidé de s'enfuir et s'est fait renverser par Truck-kun. Il n'a jamais pu oublier ce jour, et c'est à cause de ses jambes qu'il a dû abandonner son ami. À ce moment-là, Dazé lui fait remarquer qu'il ne fait que se souvenir des choses pour se sentir mieux. Ce ne sont pas ses jambes qui sont responsables de ce qui s'est passé, mais son cœur fragile. Nir supplie Dazé d'arrêter car il sait ce que ressent l'étranger. Nir s'enfuit toujours aimant parce qu'il est lui aussi un lâche. Il promet cependant de faire de son mieux la prochaine fois pour ne pas se perdre. Nir supplie Dazé de ne pas blâmer le gars, et l'étranger remercie le gamin. Il explique que Nir est beaucoup plus courageux qu'il ne le pense, car Nir a risqué sa vie pour l'arrêter alors qu'il était en train de se déchaîner.
Il admet qu'il est un lâche plein d'excuses, mais que Nier est vraiment un vaillant guerrier. À ce moment-là, tout le monde est choqué par l'activation du pouvoir de Dazé. Dazé reconnaît que cet homme est un lâche, mais il est aussi beaucoup plus gentil que la plupart des autres. Malgré sa lâcheté, l'homme menaçait les malfaiteurs le jour et vainquait les monstres de la région la nuit. La plupart des habitants de l'autre monde ont été corrompus par leur nouveau pouvoir, mais cet homme a choisi d'aider les autres grâce à son pouvoir. Dazé remercie Nier parce qu'il vient de lui apprendre que c'est sa propre arrogance qui a fait de l'étranger un raté. Dazé déchire une page de son livre et les enfants peuvent enfin remercier l'étranger pour tout ce qu'il a fait pour eux. Le type dit qu'il est heureux d'avoir rencontré tout le monde, et il est téléporté au loin. Dazé n'est pas sûr de savoir où il est allé, et Nier se contente de remercier l'étranger et de lui dire au revoir. L'étranger réapparaît dans son ancien monde et son ami l'aide à se relever. Ailleurs, la mystérieuse femme de tout à l'heure est informée de ce qui est arrivé à Kaibara. Il n'a pas réussi à conquérir Grou, et un certain Sengoku se débat lui aussi dans le désert. C'est compréhensible, car les forteresses naines sont réputées impénétrables. Les nains bénéficient également de l'aide d'une personne connue sous le nom de magicien des ouragans. La guerre qu'ils mènent contre les nains montre qu'ils ont une armée de lézards qui se bat pour eux. Aisha aide les nains, mais elle aimerait que Wolf prenne la bataille plus au sérieux. Wolf lui dit de se détendre pendant qu'il se saoule, mais Aisha lui rappelle qu'il est le chef de cette nation. Wolf lui répond qu'il n'est qu'un prêtre et que les nains ont décidé d'eux-mêmes de l'appeler leur chef. Sengoku, également connu sous le nom d'ange de la misère, ordonne à ses troupes d'attaquer, et Aisha demande à Wolf de faire quelque chose. Wolf demande au roi des nains, Doran, d'attirer les ennemis quelque part, mais Doran refuse grossièrement d'obéir à ses ordres. Il dit à Wolf de s'asseoir et de regarder, et il défonce l'armée ennemie. Doran décide de faire ce que Wolf a demandé, et dit aux lézards de le suivre s'ils veulent prendre sa tête. Aisha se demande ce que Wolf prépare, mais il lui dit simplement de rester en retrait pendant qu'il lance un sort. Ce sort anéantit une grande partie de l'armée ennemie, si bien que Sengoku décide de battre en retraite. Wolf décide de ne pas les poursuivre, mais il est choqué de voir qu'il a pris un citoyen au hasard dans son attaque. Aisha dit qu'elle le connaît, et il s'avère qu'il s'agit de Dazé. Cette nuit-là, les nains célèbrent leur victoire et Doran déclare que les 7 anges déchus ne sont pas à craindre. Doran accuse l'église d'être à l'origine du problème des Otherworlders que tout le monde rencontre, mais Wolf ne le laisse pas parler en mal de son patron. Wolf félicite les nains pour leurs efforts incroyables au combat, mais Doran le traite de faible elfe tout en complimentant sa force. Notre groupe est là aussi, et Annette explique qu'ils étaient perdus dans le désert avant que Dazé ne soit pris dans la tornade. Annette est contente qu'il ait été dans son cercueil quand c'est arrivé, mais pas Dazé. Il souhaite ne pas avoir survécu et doit maintenant trouver un autre cercueil. Wolf salue Annette et Melo voit le monstre de ses rêves. Wolf s'excuse pour l'accident, mais Dazé lui reproche de ne pas avoir mis fin à sa vie. Dazé lui est reconnaissant de lui avoir permis de vivre une nouvelle expérience de mort imminente, mais Wolf le trouve bizarre. Aisha explique que la nation est en guerre contre l'un des 7 anges déchus. Tama déclare qu'elle vient de vaincre l'un d'entre eux, mais Wolf pense qu'elle se trompe. Il ne pense pas qu'elle soit assez forte pour vaincre l'un de ses ennemis, mais Tama leur dit de ne pas sous-estimer son équipe. Elle explique que Dazé a la capacité de téléporter les habitants d'un autre monde, et Wolf explique que le pape s'est intéressé à cette capacité. Wolf pense qu'ils n'ont pas besoin de Dazé, car toutes les capacités sont inutiles face à sa magie. La tension monte, mais Aisha dit que Wolf a simplement trop bu. Wolf dit qu'ils vont s'occuper des 7 anges déchus sans l'aide de Dazé, alors il leur dit de rester assis et de regarder. Ce type est un vrai salaud, et notre groupe se demande s'il est vraiment un gros bonnet. Aisha répond que oui, et qu'il est connu sous le nom de magicien des tempêtes. C'est sans aucun doute l'un des plus puissants sorciers du monde, même les 7 anges déchus sont impuissants face à sa magie et à son intelligence. Ailleurs, Sengoku retourne à la base ennemie, et on se moque de lui parce qu'il a battu en retraite. Il prévoit de participer lui-même à la bataille la prochaine fois, afin de garantir la victoire. L'homme bien habillé lui répond que ce ne sera pas nécessaire, car il envoie dans le désert quelqu'un qui connaît très bien le magicien des tempêtes. Il s'agit d'une petite fille, et il demande à l'ange déchu de la cupidité si elle est prête. De retour au château, Dazé voit bien que Melo s'ennuie de la fille monstre, et il ressent sa douleur. Il dit que l'amour unilatéral est la plus grande forme d'amour, et qu'il devrait profiter de son angoisse. Melo frappe à nouveau le crâne de Dazé, mais le petit monstre a visiblement le cœur brisé. Dazé regarde son collier en se souvenant de sa petite amie, et il dit à Melo qu'ils peuvent chercher le monstre ensemble. Il explique qu'ils se ressemblent beaucoup, car ils ne sont tous les deux que des hommes stupides qui errent dans ce monde à la recherche d'une femme. Dazé pense qu'il devrait appeler le monstre Rose fait Melo, mais Melo déteste clairement ce nom. Dazé est inconscient et pense qu'il l'aime. Ils finissent par la trouver, à la grande joie de Melo, et Dazé remarque que son maître est très populaire auprès des femmes. Dazé dit que Wolf est à peu près l'opposé de Melo, et ils suivent le couple. Wolf est découragé lorsqu'il frappe à la porte de quelqu'un et qu'on l'ignore,
et Dazé se rend compte que Wolf est en fait exactement comme Melo. Même un homme à femme comme Wolf poursuit sa propre bien-aimée. Wolf parle à la personne qui a franchi la porte et lui explique que la guerre est toujours en cours, mais il promet de revenir vivant. Il fait une autre promesse, mais Dazé décide qu'ils ne doivent plus l'écouter. Le lendemain, l'ennemi recommence à attaquer et Tama veut participer au combat. Doran lui rappelle qu'ils sont des invités et déclare qu'il s'occupera lui-même de l'ange déchu. Il prononce un discours inspirant avec Wolf, et la bataille commence. Wolf aide les nains depuis le ciel et leur fait remarquer qu'ils écrasent l'ennemi. C'est alors qu'Aïcha, horrifiée, voit arriver un dragon qui attaque les nains. Il s'agit d'un dragon légendaire qui était autrefois sous le commandement du Seigneur des Ténèbres. La bête terrifiante est désormais sous le contrôle des anges déchus, mais Wolf, confiant, est déçu que ce soit leur atout. Ce n'est pas grave, car il a déjà abattu des dizaines de dragons. À ce moment-là, Doran panique en réalisant que ce n'est pas Sengoku qui chevauche le dragon. Mais Wolf s'en moque, car il a l'intention de les mettre en pièces avec sa magie, peu importe qui ils sont. Il se prépare à attaquer en toute confiance, mais il est choqué lorsqu'il réalise qui chevauche le dragon. La jeune fille arrête le dragon juste devant Wolf et salue son maître. Aïcha se demande ce qui ne va pas chez Wolf, qui commence à trembler et se demande ce qui se passe. Il est figé, incrédule, et la jeune fille s'empare de lui. Aïcha s'effondre alors que son énergie est drainée par le pouvoir de la jeune fille, et celle-ci promet de mettre fin à la vie d'Aïcha lorsqu'elle en aura fini avec Wolf. Elle s'enfuit avec Wolf, et Aïcha dit aux nains qu'ils doivent battre en retraite. Ils se réunissent pour qu'Aïcha puisse expliquer la situation, et elle se demande qui est la jeune fille. Les forces naines sont en ruine et les lézards se rapprochent. Le roi Doran est furieux car, à ce rythme, le château va tomber. Dazé fait remarquer à Melo que Femelo est en larmes après avoir perdu son maître, et il lui rappelle ce que les hommes doivent faire lorsqu'ils voient une femme pleurer. Wolf ne la console pas et s'enfuit, mais c'est exactement ce que Dazé avait en tête. Wolf a manifestement un passé compliqué, et Dazé est persuadé que la fille à qui Wolf a essayé de parler doit savoir quelque chose. Dazé se rend chez la jeune fille et lui dit qu'il aimerait lui poser quelques questions sur Wolf. La jeune fille ouvre la porte, mais Dazé est choqué de voir qu'il s'agit d'une femme très âgée. C'est une énorme surprise, mais Dazé admet que cela rend les choses intéressantes. Ailleurs, nous voyons que la jeune fille a amené Wolf au temple de Dritten. C'est un endroit qu'ils connaissent tous les deux, et Wolf l'appelle Yuriko. Des gardes arrivent pour aider Wolf, mais Yuriko ne les laisse pas se mettre en travers de son chemin. De retour au château, Aïcha explique que la jeune fille pourrait être l'une des élèves de Wolf. Auparavant, Wolf était plus passionné que quiconque par l'entraînement des extraterrestres, mais un jour, il a soudainement arrêté et a commencé à se noyer dans l'alcool. Aïcha ne sait pas pourquoi, mais cela n'a pas d'importance car ils doivent sauver Wolf. Elle veut que Doran envoie des soldats au temple, mais il n'en a pas à sa disposition. Les filles disent qu'elles prendront le travail à sa place, mais elles remarquent que Dazé a disparu. Personne ne l'a vu depuis la veille, et elles sont toutes choquées lorsqu'il arrive avec la vieille femme. Dazé leur dit simplement de continuer leur conversation, mais Annette se demande pourquoi Dazé trouve toujours de nouvelles femmes. Un peu plus tard, nous voyons que notre groupe s'est préparé à sauver Wolf. Les nains sont connus pour être des artisans experts, et ils n'ont pas laissé tomber leur groupe avec ce nouvel équipement. Dazé est déçu de voir que l'objet qu'il a commandé n'est pas encore arrivé, mais les autres n'arrivent pas à croire qu'il ait besoin d'équipement. Doran explique que l'objet demandé par Dazé est trop spécialisé et que les artisans sont désorientés, ce qui leur prend du temps pour le terminer. Dazé est déçu par les artisans, mais Doran en a assez de lui. Nir fait remarquer que la traversée du désert sera extrêmement éprouvante, et Toru surgit de nulle part. Ils n'ont pas le temps de faire des bêtises, alors Tama se prépare à le détruire, mais Toru dit qu'il a changé de voie. Désormais, il dirige une compagnie de bus le jour et garde l'orphelinat la nuit. Tama n'a aucune idée de ce qu'est un bus, alors Toru lui fait une démonstration. Il utilise son pouvoir sur un monstre à proximité et révèle qu'il a la capacité de transformer tout ce qu'il touche en véhicule. Tout le monde monte dans le bus, mais Toru refuse de laisser monter Dazé après ce qu'il a fait à son précieux animal de compagnie l'autre jour. Le bus décolle et les filles le supplient d'aller chercher Dazé, mais il refuse. Dazé jette un coup d'œil au morceau de son précieux cercueil et déclare que c'était le seul véhicule qui lui était destiné. Dazé décide d'attendre là, mais la vieille dame le supplie de l'emmener chez Wolf. C'est surprenant car elle n'a pas dit un seul mot jusqu'à présent, et elle déclare qu'elle doit se rendre auprès de Wolf. Dazé est indifférent, comme toujours, mais Melo veut y aller aussi. Dazé en a assez de l'obsession de ceux qui poursuivent ceux qu'ils aiment parce qu'ils font fi de la raison. Ils ne font pas non plus preuve de bon sens et ne se soucient pas d'importuner les autres. Cependant, comme il s'agit d'une belle histoire, Dazé accepte d'emmener la vieille femme chez Wolf. Le groupe arrive au temple pour trouver les gardes incapables, mais on dit à Annette de ne pas les toucher parce qu'ils portent des traces de magie. Aïcha consent à ce que Wolf soit dans le temple, et ils entrent. À l'intérieur, ils découvrent que Wolf est en très mauvais état. Wolf se demande pourquoi ils sont là et Aïcha exige de savoir qui est cette fille.
Yuriko se présente comme une femme du monde qui a été instruite par Wolf. Cependant, les gens l'appellent maintenant l'ange déchu de la cupidité. Ne voulant pas que sa rencontre avec Wolf soit interrompue, elle convoque une armée de squelettes. Un combat s'engage et Wolf supplie Yuriko d'arrêter. Wolf lui a appris à ne jamais tomber face à l'ennemi, alors elle ignore ses supplications. Il y a une tonne de squelettes, mais le groupe réussit à les repousser. Le combat s'intensifie, et Tama est heureuse de constater que son nouvel équipement lui permet de faire de gros dégâts. Les squelettes semblent infinis, et Yuriko explique que le combat continuera jusqu'à ce qu'il tombe. Yuriko ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut, et son don, appelé Grid, lui donne du pouvoir. Aisha demande à savoir ce qui s'est passé entre Yuriko et Wolf, car elle est persuadée que Wolf l'a bien traité en tant que professeur. Un retour en arrière montre que Yuriko a travaillé dur pour perfectionner ses capacités, mais Wolf a déterminé que ses pouvoirs n'étaient pas adaptés au combat. Il lui explique qu'il n'est pas absolument nécessaire que les habitants d'un autre monde défient le Seigneur des Ténèbres, et qu'elle pourrait vivre une vie normale. Yuriko rejette cette idée car elle sait que ce monde a besoin que le Seigneur des Ténèbres soit vaincu. Wolf reconnaît sa détermination, et il est sûr que son travail acharné portera ses fruits un jour. Yuriko reconnaît que Wolf était un excellent professeur et qu'elle aimait passer du temps avec lui. Tout était parfait jusqu'à ce qu'un jour, une autre fille apparaisse. C'était une autre fille, et pour une raison ou une autre, Wolf a complètement changé. Cette fille était un prodige, et Wolf s'est mis à se préoccuper de son enseignement. Il cessa de s'intéresser à Yuriko, mais celle-ci continua à s'entraîner durement pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. C'est ce qu'elle se disait, mais en réalité, ses motivations étaient tout autres. Elle espérait en fait que tous ces entraînements permettraient à Wolf de la regarder à nouveau. Mais un jour, alors qu'elle allait montrer à Wolf les progrès qu'elle avait réalisés, Yuriko entendit Wolf dire à la nouvelle fille qu'elle serait celle qui vaincrait le Seigneur des Ténèbres. Wolf dit à la jeune fille qu'elle était celle qui l'attendait, et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Yuriko. Son pouvoir s'épanouit, comme Wolf le lui avait dit, mais ce fut pour la mauvaise raison. Yuriko a éliminé la nouvelle fille, ce qui a fait perdre la tête à Wolf, et Yuriko est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Yuriko est sûre que ses pouvoirs ne se seraient jamais éveillés sans ces événements, et elle remercie Wolf de lui avoir enseigné quelque chose. Yuriko combine ses squelettes en un monstre plus grand, et elle explique qu'elle a pris la vie d'une jeune fille innocente simplement parce qu'elle était consumée par ses désirs. Yuriko ne se considère plus comme un être humain et il ne lui reste plus qu'à tomber aussi bas que possible. Wolf crie à tout le monde de s'enfuir, mais il est trop tard car Yuriko a déjà décidé qu'elle voulait que tout le monde meure. Elle lance sa dernière attaque, mais Dazé vient s'écraser dans le temple sur son cercueil flambant neuf. Dazé avait simplement demandé un cercueil autopropulsé, mais les nains se sont surpassés pour le créer. Dazé s'excuse de l'avoir interrompu et remarque que Yuriko ressemble beaucoup à quelqu'un. Il demande à Melo de faire entrer quelqu'un, et Wolf est choqué de voir la vieille femme. Yuriko est encore plus stupéfaite lorsqu'elle réalise qu'il s'agit de la fille qu'elle a éliminée. Dazé révèle qu'il a déjà fini de lire l'histoire de la jeune sœur, et que c'est maintenant au tour de Yuriko. Tout le monde est stupéfait d'apprendre que ces deux filles sont sœurs, et Dazé révèle que la vieille femme, nommée Ikari, lui a tout raconté. Avec leur père, les deux filles forment une famille de 3 personnes. Ikari était malade depuis l'enfance et Yuriko restait à son chevet pour s'occuper d'elle. Quelle que soit la gravité de la maladie de Ikari, Yuriko ne l'a jamais quittée. Yuriko dit à Ikari d'arrêter de raconter leur histoire, mais Dazé a déjà tout entendu, et il a été touché par la gentillesse de Yuriko. Yuriko tente de le faire taire, mais l'équipe de Dazé prend sa défense. Dazé s'excuse, car il est un auteur, et il ne peut pas mourir avant d'avoir fini d'écrire l'histoire de Yuriko. Yuriko ne supporte pas d'être traitée de gentille grande sœur et révèle la vérité. En fait, elle a toujours détesté Ikari parce qu'elle lui a volé sa jeunesse. Yuriko ne pouvait pas vivre sa vie à cause d'Ikari, alors elle était heureuse quand elle est arrivée dans ce nouveau monde. Elle était loin d'Ikari et pensait qu'elle pourrait enfin vivre sa vie. Cependant, Ikari est arrivé et lui a tout pris à nouveau. C'est alors que Yuriko décide que Ikari ne lui enlèvera plus jamais rien. Yuriko déclare qu'elle est maintenant avide et qu'elle va acquérir tout ce qu'elle veut. Dazé aimerait savoir ce qu'elle veut, mais Yuriko en a assez de lui. Elle tente d'éliminer Dazé, mais Wolf le sauve et prend les dégâts à sa place. Wolf s'excuse de ne pas avoir vu sa douleur plus tôt, mais Dazé lui dit de rester en dehors de la situation, il n'a aucun rôle à jouer dans l'histoire d'amour qu'il veut écrire. Dazé demande à nouveau à Yuriko ce qu'elle veut, mais elle se contente de l'attaquer. Dazé ne se laisse pas décourager et explique qu'il veut simplement écrire sur ce qu'elle ressent vraiment, et Yuriko finit par céder. Un regard dans le passé montre que Yuriko était excitée à l'idée de recevoir son diplôme, mais son père l'a ignoré pour s'occuper d'Ikari. Il est allé travailler et a laissé Yuriko s'occuper de sa sœur. Yuriko était jalouse des autres élèves qui étaient félicités pour leur diplôme, et elle a laissé Ikari seule pour qu'elle puisse aller à sa remise de diplôme. Yuriko a dû accepter le fait qu'elle serait seule à recevoir son diplôme, et elle s'est félicitée elle-même. Ce soir-là,
Son père était furieux que Yuriko ait laissé Hikari parce qu'elle avait failli mourir pendant son absence. Leur père a grondé Yuriko en lui faisant porter toute la responsabilité, et il ne s'est pas du tout soucié de la remise du diplôme à Yuriko. Yuriko voulait juste être vue davantage, et c'est à ce moment-là qu'elle a perdu la vie sous les roues de Truck-kun. Yuriko s'est rendu compte que son désir avait failli mettre fin à la vie de sa sœur, et elle a répété la même chose dans ce monde. Yuriko ne se considère pas du tout comme une grande sœur bienveillante, elle pense simplement qu'elle est cupide et hideuse. Yuriko sanglote sans retenue, mais Dase lui fait remarquer qu'il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui ne veuille pas être vue. Il dit que Yuriko n'est pas du tout avide et qu'elle est juste une gentille fille un peu maladroite. À ce moment-là, Hikari va serrer sa sœur dans ses bras et s'excuse parce qu'elle n'avait aucune idée de la gravité de la situation pour elle. Dase révèle alors pourquoi Hikari a été convoquée dans ce monde. Il s'avère que Hikari s'est sentie seule sans Yuriko, et qu'elle a perdu espoir dans un monde sans elle. Même si Hikari est devenue une vieille femme, elle a suivi Yuriko jusqu'ici juste pour la revoir. Wolf se rend compte qu'il a échoué dans son rôle de professeur, et nous revenons en arrière, à l'époque où Hikari est venue pour la première fois dans ce monde. Yuriko est heureuse de voir Hikari, mais elle s'inquiète de sa maladie. Heureusement, Hikari ne ressent plus aucune douleur, et Yuriko est heureuse que sa sœur n'ait plus à souffrir. Il s'avère que Hikari a promis de devenir assez forte pour vaincre le Seigneur des Ténèbres à condition que Wolf promette de laisser Yuriko vivre librement. Hikari se rend compte qu'elle a volé la vie de Yuriko dans leur ancien monde, et qu'elle veut donc qu'elle soit heureuse dans ce monde. Wolf comprend alors que les deux sœurs se sont toujours aimées. L'histoire d'amour de Dase est enfin achevée, et Wolf est stupéfait d'être le témoin direct du pouvoir de Dase. Le monstre de Yuriko est détruit et Hikari retrouve sa jeunesse. Wolf revient à la normale, ainsi que tout ce qui a été endommagé. Les sœurs vont retourner dans leur monde, et Yuriko s'excuse pour tout ce qu'elle a fait. Mais surtout, elle remercie Wolf de lui avoir permis de profiter d'un peu de sa jeunesse. Les deux sœurs se tiennent la main et sont téléportées. Elles retournent dans leur monde et Hikari explique qu'elle a fait un très long rêve. Elle est trop gênée pour en parler à Yuriko, mais cette dernière lui dit qu'elles ont tout le temps d'en parler. Hikari accepte de lui raconter et commence par expliquer qu'elle a rêvé d'un monde lointain, très différent de celui-ci. De retour avec les nains, ils parviennent à repousser l'armée de lézards et à revendiquer la victoire. Doran les arrête cependant et déclare que la victoire n'est pas acquise tant que Wolf et les autres ne sont pas revenus sains et saufs. Ailleurs, le pape apprend que Dase a renvoyé un autre être du monde, et le pape a finalement décidé que Dase est vraiment celui qu'il attendait, celui qui sera le sauveur du monde. De retour avec Dase, Wolf est prêt à retourner au château, mais Tama lui fait remarquer qu'il n'a rien fait pendant le combat. Dase ne semble pas enthousiaste à l'idée de rentrer, et c'est parce qu'il s'est rendu compte que quelqu'un d'autre est arrivé. C'est alors que l'ange déchu de la misère entre en scène. La gourmandise et l'avarice ont été vaincus, et Son Goku décide qu'il doit en finir avec Dase et son groupe. Tama sait que ce type est très puissant, mais Wolf est étonnamment reconnaissant de son apparition. Il dit que sans Son Goku, il n'aurait pas eu la chance de se racheter. Wolf étonne tout le monde avec sa puissante attaque, mais ils sont choqués lorsque Son Goku explique que la magie est inefficace contre son armure. Les autres tentent de la battre, mais c'est Tama qui est arrêté. Son Goku constate que Tama est elle-même assez forte, mais qu'elle manque d'expérience. Son Goku trouve dommage de devoir mettre fin à sa vie, mais il n'a pas d'autre choix. Il invoque son épée et s'apprête à la frapper, mais tout le monde est choqué lorsque Nier la sauve. Le plus étonnant, c'est que l'épée de Nier détruit complètement celle de Son Goku. Son Goku est très impressionné, il dit à Nier d'affiner ses compétences et s'en va. Tama remercie son sauveur et tout le monde se réjouit. Une fête est organisée à leur retour, mais Wolf se demande s'il est vraiment normal qu'il invoque des créatures d'un autre monde. Ceux qui ont été invoqués étaient vraiment malheureux dans leur ancien monde, et ils ont été amenés dans ce monde pour des raisons égoïstes, seulement pour connaître encore plus de malheur. À l'extérieur, nous voyons que la mystérieuse jeune fille que nous voyons sans cesse s'approche du château. À l'intérieur, Dase encourage Melo à parler à la fille monstre, mais il se retrouve le cœur brisé. Dase console Melo, mais il est complètement abasourdi lorsque la fille étrange passe devant lui. Dase se rend compte qu'il s'agit de Sachan, et elle le salue. Dase est ravi de voir qu'elle a également été amenée dans ce monde, et il est impatient de lui raconter tout ce qu'il a vécu. Cependant, il veut d'abord qu'il commette un double non-vivant, Dase veut qu'ils sautent ensemble par une fenêtre, mais elle l'en empêche. Sachan lui fait remarquer que Dase a beaucoup changé depuis la dernière fois qu'ils se sont vus, et qu'il a l'air beaucoup plus vif maintenant. Dase tente désespérément de dire qu'il n'a pas changé, mais ses amis arrivent, car ils s'inquiétaient pour lui. Sachan comprend que Dase a trouvé quelque chose de mieux que la mort dans ce monde, et elle décide de ne plus être avec lui. Dase tente de l'appeler, et les filles se rendent compte de son identité. Mais Sachan est parti depuis longtemps et Dase ne peut s'empêcher de trembler. Le lendemain, tout le monde remercie le nain qui a fabriqué leur nouvel équipement. Il s'appelle Rotos, et les filles disent à Dase de le remercier pour le cercueil qu'il a fabriqué. Dase est toujours hors de lui,
et il marmonne qu'il va dire à Sachant qu'il n'a pas changé du tout. Dazé n'arrive pas à gérer ses émotions, alors il s'enfonce toutes ses pilules de sédation dans la gorge. À ce moment-là, Nier se souvient qu'il veut interroger Rotos sur son épée. Nier explique qu'elle a été capable de détruire l'épée d'un ange déchu, même s'il n'est pas très fort. Rotos jette un coup d'œil à l'épée et dit à Nier qu'elle est trop grande pour lui. Cependant, Rotos rend l'épée et dit à Nier qu'il pourra un jour devenir un guerrier digne de l'épée. À ce moment-là, tout le monde est surpris par Dazé qui met en marche son cercueil. Rotos prévient que le cercueil est très puissant et que Dazé risque de perdre la vie s'il ne fait pas attention. C'est en fait ce que veut Dazé, et il décide que ce soir, il chevauchera jusqu'à la fin de sa vie. Son Goku lui dit au revoir en partant, et les autres le poursuivent. Ailleurs, Tuxedo Man se demande pourquoi Son Goku semble si heureux. Sachant arrive, et Tuxedo Man est surpris de voir qu'elle est elle-même très heureuse. Tuxedo Man se plaint qu'il ne reste que 5 anges déchus, et Sachant lui fait remarquer qu'il ne fait rien, il se cache simplement dans le château. Sachant confirme que Dazé a le pouvoir de changer le monde et qu'il est toujours aussi merveilleux. C'est pourquoi Dazé est le seul à être digne d'elle. De retour dans notre groupe, les filles sont contrariées d'avoir perdu Dazé. Un type sort de nulle part et explique qu'un certain héros s'est arrêté là avant de partir pour le château du Seigneur des Ténèbres. C'était très important pour eux, alors ils ont fait une statue du héros combattant le Seigneur des Ténèbres. Tama fait cependant remarquer qu'on dirait que le héros fuit un monstre. Le gars explique que la statue du héros est censée être orientée dans l'autre sens, mais qu'un fou au volant d'un drôle de véhicule vient de la percuter. Notre groupe veut le poursuivre, mais le type nous déconseille de le faire, car Dazé s'est dirigé à toute vitesse vers le sanctuaire situé à l'extrémité du village. Ce sanctuaire mène à une terre interdite appelée Orange, et c'est là que vit la reine des fées. L'homme leur dit de ne pas s'inquiéter pour Dazé, car personne ne peut entrer dans Orange sans avoir d'abord passé quelques épreuves. Dans le sanctuaire, une voix terrifiante demande à Dazé s'il cherche la protection de la reine. La voix suppose que Dazé n'a aucune chance de réussir les épreuves et lui dit de faire demi-tour. Dazé s'énerve et se cache dans son cercueil, mais la première épreuve approche à grands pas. Il s'agit d'une épreuve de force, et la voix terrifiante se révèle être un monstre géant et puissant. Le monstre commence à parler de la difficulté de l'épreuve, mais Dazé passe devant lui. Dazé fait ensuite de même pour le test d'intelligence et le test d'esprit. Le type explique au groupe que seul le héros légendaire a réussi les 3 épreuves et a reçu la bénédiction de la reine. Annette s'inquiète pour Dazé, mais personne ne pense qu'il pourra passer les épreuves. Ils ont bien sûr tort, car Dazé réussit les épreuves et est téléporté quelque part. La reine des fées l'accueille et lui explique qu'il n'est que la 2e personne à arriver là. Dazé pense qu'il s'agit d'un paradis, ce qui signifie qu'il est enfin mort, mais on lui explique que cet endroit s'appelle Orange. Des fées jumelles lui demandent de se prosterner devant leur reine, mais Dazé les ignore. Il laisse tomber ses pilules à un endroit vraiment inopportun, ce qui contrarie les jumelles. La reine se présente sous le nom d'Aubry et explique qu'elle accorde sa protection à tous ceux qui ont réussi les épreuves. Tout ce qu'elle veut, c'est la paix dans ce monde, et c'est maintenant le devoir de Dazé d'accepter sa protection et d'exaucer son souhait. Elle n'a qu'une seule question à lui poser, que faut-il pour sauver le monde ? La confiance en autrui ou le pouvoir absolu ? Les fées attendent impatiemment sa réponse, mais Dazé choisit sa propre réponse et dit que la personne en qui il avait confiance l'a quitté, alors maintenant il veut juste mourir. Dazé se fait gronder et semble penser qu'il a été emmené dans un autre monde. On lui demande de sauver ce monde également, mais rien n'a d'importance pour lui maintenant qu'il a perdu son âme sœur, Sachant. Il est totalement indifférent à la souffrance des autres, et les jumeaux se rendent compte qu'ils se sont trompés à son sujet. La reine n'a pas encore pris sa décision, car elle lui explique qu'il bénéficie de la protection d'Esh, l'esprit de l'arbre-monde. C'est très important, et la reine se demande pourquoi Esh a choisi Dazé. Elle demande quelle bénédiction Esh lui a donnée, et Dazé explique qu'elle a rendu ses pilules infinies. Dazé en offre à tout le monde, mais les jumeaux en ont assez de lui. Ils veulent le renvoyer, mais la reine leur rappelle le héros légendaire qui l'a précédé. Elle a choisi de lui accorder sa protection, mais il n'a pas réussi à apporter la paix au monde, et celui-ci n'a fait que sombrer davantage dans le chaos. Les saints elfes du Nord s'opposent aux anges déchus, et les innombrables habitants de l'autre monde ont brouillé les frontières entre le bien et le mal. La reine a décidé que ceux qui ont un cœur droit ne peuvent rien faire pour remédier à cette situation. Dazé est différent, et elle pense que ce n'est pas une erreur de l'avoir amené dans son monde, c'est comme si l'autre monde l'avait poussé jusqu'ici. La reine explique à Dazé qu'il retrouvera son âme sœur à la fin de son voyage. Elle ne lui demande pas de sauver le monde, mais simplement de vivre un peu plus longtemps pour qu'il puisse poursuivre son voyage. Elle a déterminé que c'est ce que le monde veut. Dazé suppose qu'elle essaie de le réconforter et il remercie la géante. Le cadeau qu'elle lui offre en guise d'adieu est un sifflet qui lui donnera la force des fées chaque fois qu'il sera en difficulté. La reine renvoie Dazé dans son monde, mais les jumeaux se demandent pourquoi elle lui a donné un objet aussi puissant. De retour avec le groupe, les filles s'inquiètent pour Dazé et Nier se demandent ce qui se passera si Dazé revient. Il a été rejeté par son âme sœur,
et elle se demande si leur voyage ensemble ne va pas prendre fin. Annette refuse d'accepter cette idée et se fait écraser par Dazé. Dazé s'excuse calmement, mais le type de tout à l'heure est horrifié de voir que Dazé a encore plus endommagé la statue du héros. Dazé l'ignore pour souffler dans le sifflet de la reine, et l'une des jumelles est appelée. Dazé lui demande de réparer la statue, mais elle refuse. La reine précise que c'est ce qu'elle voulait dire en prêtant leur force à Dazé, et elle souhaite bonne chance à Solulu. Notre groupe se prépare à partir, et Solulu n'arrive pas à croire que sa vie a pris une tournure aussi malheureuse. Non loin de là, Aisha Choud se demande pourquoi Wolf n'a pas emmené Dazé voir le pape, et il lui explique qu'ils ont eu tort d'intervenir. Ailleurs, le pape est persuadé que le monde attend quelque chose de Dazé, mais il ne sait pas si c'est la paix ou le chaos. Tous les autres personnages de l'histoire pensent la même chose et reconnaissent que le destin de ce monde est entre les mains de Dazé. Dazé est inconscient de tout cela alors qu'il marche dans le désert et que son groupe pousse son cercueil pour lui. Ils se plaignent qu'il est beaucoup plus lourd que l'ancien, mais il remarque que Dazé est très sérieux. Il fixe son bracelet et dit à son équipe qu'il est temps de continuer leur voyage. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.